Pèlerine, en 2 mots, ça serait quoi? C'est, ça c'est dur même en 4 N'est-ce pas? mots, c'est compliqué, c'est un jeu narratif. On dit que c'est de la science fantasy, mais c'est vrai que c'est un univers qui fait pas forcément appel à des références, ou en tout cas, c'est un mélange de références. Mais ce moment juste d'une action singulière, d'une épreuve qu'ils ont réussi à amener presque au fin du chapitre, et on termine où voilà, ils sont aidés par les géants qui les comprennent, mais ils se retrouvent au sommet, juste entre le vide spatial qui les sépare avec la Lune, face à un ancien feu de camp laissé par leurs prédécesseurs, et ils se disent waouh, qu'est-ce qu'on vient de vivre. Et là, t'as la fin de chapitre, quoi. Et vraiment, ce moment-là, il était, mais il était vraiment Mmh. magique, quoi. Bonsoir tout le monde, ici une Valette ou Navet, dépendant de la saison, et je suis accompagné de Valentin et Gaël, les auteurs de Pèlerine, un nouveau jeu de rôle français qui est basé sur les mots. Salut Valentin, salut Gaël, comment ça va? Hello? Salut, ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Pas mal. Un petit peu nerveux de parler à des auteurs des vrais auteurs de jeux de rôle comme ça. Mais Ouh là! Tout va bien, tout va bien. non, mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est vrai que l'interview de base, elle est faite pour parler de vous, mais juste pour vous donner un petit peu le background de cette initiative-là, c'est que moi aussi, je suis auteur aspirant de jeux de rôle, et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir parler à des gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. Donc voilà, donc j'ai cette voix, je me suis dit, bah tiens, Valentin et Gali, ils sont partis pour faire ce jeu de rôle qui a l'air très classe, très cool, avec un système qui est assez intéressant, assez déroutant aussi. Et donc je me suis dit, bah tiens, on pourrait en parler. Mais non, donc voilà, c'est un peu le principe de cette petite émission. Mais j'aimerais bien commencer par vous demander, question assez basique, mais qui êtes-vous, quoi? Vas-y, Gaël. Eh bien, pour ma part, c'est Gaël, alias Willox sur les internets. Je me définis comme un auteur de jeux de rôle. J'ai publié un certain nombre de jeux de rôle en auto-édition jusque-là et Pèlerine, va être mon premier jeu édité au sens officiel du terme, je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà et pour ceux qui connaissent peut-être, vite fait un peu l'indé francophone, peut-être qu'ils ont entendu parler de certains de mes jeux, Happy Together. J'ai aussi traduit, Cozy Town, j'ai, sorti, voilà, un certain nombre de petits jeux qui la plupart sont disponibles sur sur itch.io, ou en impression à la demande sur, lulu.com. Et voilà, jusqu'à présent, je faisais un peu tout moi-même quasiment, à part peut-être les relectures, mais donc là, c'est la première fois que je fais vraiment un jeu de rôle en collaboration, et en plus dans une ambition, d'édition, c'est-à-dire de produire un livre, de qualité. Voilà, donc je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter sur ma personne, mais c'est le plus On important, y, je crois. on y viendra, mais déjà, j'ai plein de questions déjà à poser. Mais avant ça, Valentin, est-ce que tu aurais 2 mots à nous dire sur toi-même? Eh bien, moi, me concernant, c'est Valentin Daniel. Je suis du coup le fondateur de Maison Nébuleuse, une maison d'édition associative qui a envie de publier pas mal de petits objets autour de la fiction et surtout du jeu de rôle, qui essaie de proposer de nouvelles formes. Et moi, en tant qu'individu, je vais dire que je suis auteur-éditeur, je crois que c'est ce que je dis le plus. Après, j'ai une grande phrase très longue. Je crois que c'est designer, joueur, auteur, éditeur et Power Ranger. Et j'aime beaucoup aussi me définir comme ça. Surtout que ça place l'éditeur en quatrième position. Parce que l'édition, c'est ce qui me plaît le plus, mais pas nécessairement dans son aspect administratif, mais plus dans son aspect collaboratif. C'est un peu la philosophie, avec laquelle je travaille depuis un moment et avec laquelle je veux travailler de plus en plus et
développer à la maison. C'est avant tout, une maison d'édition qui cherche à collaborer et à construire des projets qui sont le résultat d'un travail d'équipe ou d'un travail d'une rencontre ou d'échange, voilà et ça, c'est hyper important. Donc je suis ju quelque part, j'aime bien dire, voilà, je pense que designer, joueur, auteur, éditeur et Power Rangers, c'est long, un peu pompeux, mais j'aime bien. D'ailleurs, je suis assez curieux de voir d'où ça vient le Power Rangers et où est-ce qu'il se place là-dedans. Mais c'est, c'est- mais avant ça, c'est marrant. Mais tous les deux, vous avez dit que vous voulez collaborer. Mais comment vous êtes tombés ensemble dans cette aventure-là? C'est moi qui la raconte tout le Bien, temps, vas-y Gaël. ouais, j'y vais. Ah, Eh ils ont déjà bien, des phrases préfaites. c'est ça. Hem, En fait, ça a commencé parce que j'ai créé un jeu précédent qui s'appelle toujours Aori, que j'ai publié l'année dernière, en format numérique et Valentin m'a approché en me disant: «Hey, ça te dirait que je publie, Aori?» Je fais: «Maison nébuleuse» et moi je lui ai dit: «Non». Voilà. Fin de l'histoire, voilà. Waouh. Bon, ben voilà. Et non, mais voilà, j'étais en plein dans l'écriture. Je sais pas si je l'avais encore sorti à ce moment-là, mais j'étais en plein dans la travail de la maquette du jeu et j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Donc c'était vraiment un projet, comme je faisais jusqu'à présent, c'est-à-dire, je fais quasiment tout de A à Z. Donc j'avais du mal à imaginer que quelqu'un puisse mettre son nez dedans, surtout à ce stade avancé de la production du jeu. Mais il est revenu vers moi et il m'a dit: «Eh, ça te dirait, on fait la version à plusieurs?» Et je fais: «Oui, pourquoi pas?» Moi, j'avais pas prévu de faire une autre version du jeu. Pour moi, Aori, c'était un petit jeu, et j'avais hâte, de le publier, j'étais content de ce que j'avais fait, mais j'envisageais pas forcément d'en faire plus et j'avoue que l'idée d'en faire une version à plusieurs me plaisait bien et puis, d'entrer aussi dans une logique de collaboration était aussi intéressante, mais sur le coup, j'en attendais pas grand-chose. C'était juste pour, «Tiens, on va voir ce que ça peut donner» et puis, bah, il s'est trouvé que ça a vraiment cliqué, et puis on a vraiment trouvé un plaisir à travailler ensemble et petit à petit, on a non seulement on a pondu un jeu dont on est plutôt content et et on a pris plaisir à le faire et en plus, du coup, j'ai rajouté, Aori dans l'histoire alors que c'était pas prévu. En tout cas, dans le précédent financement, on Hmm. va parler des aventures des doubles financements, mais Aori est toujours là d'une certaine manière, on en reparlera. Yes. Parce que Aeori, si je me souviens bien, c'est le nom de la seconde lune de la lune cachée dans l'univers de Pèlerine, c'est bien ça? Pas du tout. Oui, c'est ça. Enfin, c'est même pas caché, hein, c'est le nom qu'on donne à la lune éclipse, et c'était du coup le nom du jeu, qui se joue en solo ou Hmm. en duo, avec les règles que j'ai créées l'année dernière et que j'ai publiées. Et Pèlerine, c'est la version à plusieurs, cette fois-ci où on a un peu retravaillé, enfin même beaucoup, on a pas mal retravaillé à la fois, le lore, mais aussi, rajouté, pas mal de règles, notamment, pour pouvoir jouer à plusieurs, ce qui du coup demandait toute une logique et tout un game design un petit peu différent, qui nous a amené à développer plein de choses intéressantes, qu'on a déployées ensemble et puis avec le regard aussi de Valentin et puis des personnes qui ont rejoint le projet aussi, à savoir des illustrateurs, illustratrices, musiciens, des gens qui apportent, leur regard sur l'univers et du coup, c'est devenu vraiment un projet collectif, là où Aori était vraiment un projet perso, quoi. Ok. Parce que Valentin, comment toi t'as approché Gaël? Comment ça se fait que t'es tombé sur Aori du coup? Il y a toujours des moments où je regarde un peu ce qui se fait autour de moi. Je suis vraiment c'est vraiment de la prospection, c'est-à-dire je regarde un peu les personnes que j'ai réussi à capter où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me plaît. Tu vois, j'ai un peu une liste dans ma tête de gens, que j'ai envie de travailler avec et de gens avec qui j'ai pas envie de travailler. J'ai les 2. Mais il y en a une que je garde pour moi et il y en a une avec qui j'essaie de travailler. Et et Gaël, je l'avais déjà vu et en fait, je l'ai approché au moment où il avait presque terminé d'écrire son jeu, mais où il tâtonnait encore beaucoup sa maquette. Et en
fait, moi, c'était ce moment-là où j'avais pour moi, c'était cette espèce de bascule que je pouvais lui apporter et j'ai lui dire: «Écoute, le jeu, effectivement, moi, je peux pas lui apporter grand-chose en tant que tel et je le trouve très bien, donc pourquoi pas». Mais quand je l'ai approché, c'est vrai que c'était en mode, par contre, on refait toute la maquette et puis, vas-y, je te propose un truc beaucoup plus dense et beaucoup plus poussé. Et après il m'a dit: «Non», mais ça m'a enfin, c'était très bien qu'il me dise non et quand je suis revenu, du coup, pour lui dire: «Mais en fait, je veux quand même qu'on travaille ensemble, mais OK, pour Aoi, on laisse de côté, c'est pas grave, c'est proposé, mais j'aime quand même l'univers, j'aime ce qui s'y passe, j'aime ce que ça raconte et en fait, j'aimerais le développer de manière, à jouer à plusieurs». C'est ce que disait Gaël il y a 5 minutes, hein et en fait, je l'ai vraiment approché là-dessus et après, je lui ai fait pas mal de petites propositions et puis dès que j'ai commencé à lui faire des propositions, c'est là qu'un aller-retour s'est fait. En fait, on a commencé à créer des échanges, c'était des petits échanges sporadiques et à un moment, ça s'est intensifié jusqu'à c'est ce que je disais, c'était, tous les 2 mois, tous les 2 mois, tous les mois, toutes les 2 semaines, toutes les semaines et puis, bah, depuis quelque temps, c'est tous les jours, quoi. Mais, mais voilà, moi, au début, j'avais abordé, Gaël pour Aori et la maquette et puis, en fait, on arrivait à un projet, beaucoup plus dense et beaucoup plus, ambitieux. Ouais. Parce que Maison Nébuleuse, c'est quoi la timeline de Maison Nébuleuse? Alors on va faire super simple, c'est-à-dire, septembre 2022, je crée l'entité, mais plus l'identité, c'est-à-dire j'essaie de positionner, d'écrire, ce que je veux faire, de trouver des directions. Parce que ça change encore, hein, mais la plupart de ce que je voulais écrire, c'est vraiment septembre 2022. En fait, j'étais enseignant avant, donc jusqu'à août, j'étais enseignant et après j'ai arrêté mon contrat avec l'éducation nationale et j'ai commencé à travailler, sur, sur la maison nébuleuse et septembre, c'est vraiment ce moment où je me pose et je me dis: «OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vraiment?» Et à côté, je tente des choses sur Instagram, je fais le Morktober, je publie un premier jeu en décembre, un peu tout seul. Au début, je savais pas si c'était que moi ou si c'était avec des gens, donc je publie un premier jeu qui est un hack de Laser and Feelings de John Harper, Mm. qui s'appelle Rouille et sang et que j'ai fait traduire par un professionnel. Donc j'ai commencé déjà à aborder des professionnels à droite à gauche. C'est là où j'ai vu aussi que travailler avec 2 personnes, en fait, c'était trop cool. J'avais pas de doute là-dessus, mais en fait, c'était encore plus cool que ce que je pensais. Et d'ailleurs, c'est vers ce moment-là que j'ai abordé, je pense, Gaël pour la première fois. Ça va être fin 2022, début 2023, où j'aborde Gaël pour dire: «Hey, ton jeu, il est cool, en fait, je veux travailler avec des gens et tout ça». Et derrière, Gaël me dit non, et du coup, je cherche ce que je veux faire. J'ai plein d'idées, mais je sais pas trop sur quoi me poser. Et à un moment, je me pose sur la traduction de Grok. Parce que du coup, je vois que les traductions fonctionnent, donc je m'essaye à l'exercice. Je traduis Grok, je le fais illustrer par Léa Bosier qui nous a fait des illustrations complètement folles. Je tente un truc de financement, où je retrouve finalement je retrouve un mécène qui me permet de finir mon financement. Hem et je propose un premier objet qui est complètement une forme d'ovni, entre, il y a déjà pas de couverture rigide, le format ressemble à aucun format de jeu de rôle. C'est fait sur du papier qui est hyper ouais, c'est du papier hyper quali. L'impression, c'est une technique que tu vois pas beaucoup et en fait, moi, ça me plaît d'arriver avec cet objet et d'ailleurs, la première chose qui m'a plu, c'est de voir les gens donc j'avance dans le temps, on dirait pas, hein, mais Mm. là, on passe déjà, on arrive vers fin septembre ou quand je reçois le fin septembre 2023 ou quand je reçois l'objet, en fait, je suis hyper sûr de ce que j'ai fait quelque part. Enfin, je suis sûr que c'est ce que je veux faire parce que je trouve l'objet magnifique et quand je vois des personnes le manipuler, je me dis: «Waouh, je veux vraiment que les gens fassent ça pour chaque objet». Et je fais mon 1 journée de lancement. Je rencontre du coup Maxence, Lefebvre qui est notre musicien enfin qui fait de la musique avec nous là pour Pèlerine. Bon, ça c'est une autre partie, on en parlera plus tard. Je le rencontre à ce moment-là parce qu'en fait c'est un gros rôliste qui est vraiment son atelier est à 1 rue de mon atelier, donc ça me tue de rire de trouver cette personne-là. Et je le rencontre, il fait MJ pour la soirée, bon, il se passe plein de choses. Puis après, Grok fait son petit chemin, c'est-à-dire qu'il arrive à droite à gauche. Je rencontre Lester Barton, je l'avais déjà rencontré, mais du coup, on se met d'accord pour que lui, il était super fan de l'objet et il m'a dit, écoute, tu travailles avec nous sur la 2e édition, donc je vais travailler sur la 2e édition de Grok dans les mois à venir. J'ai vraiment hâte, d'ailleurs, de mettre les mains dedans. Et après, je me questionne encore. Tu sais, il y a toujours un moment de flou où je sais plus trop quoi faire. Et on était déjà en train de travailler avec Gaël sur Pèlerine, et d'un coup je dis bah écoute, on accélère pour que ce soit le projet qu'on puisse mettre en place
j'avais dit quoi? Février 2024 à la base. On a un peu pris de retard, mais c'était l'objectif, quoi. Parce que, à quel moment vous vous êtes dit, c'est bon, on est go, on est parti? Parce que là, c'est vrai que vous avez commencé un premier Kickstarter avec à la fois Aori et Pèlerine. Du coup, à quel moment vous vous êtes dit, ok, on est bon, partir là, c'est starting block et tout? Est-ce que tu veux répondre, Gaël, ou est-ce que du coup là je fais les... Ouais. Alors moi les timings, faut pas me demander, j'en ai aucune idée. Pour moi ça s'est fait très organiquement, mais comme, Valentin et l'éditeur quand même, je pense que c'est lui qui avait un regard sur le planning. En réalité, tu sais, la nécessité de faire un financement, elle est presque à la fois, il y a un côté un peu économique finalement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je fais appel à des gens, donc je mets en place, des contrats, je mets en place, enfin des éléments, économiques, et en fait, il y a un truc aussi où la trésorerie, elle peut pas aller plus loin, Ouais, et donc le financement, il intervient un peu au moment où la trésorerie peut pas aller plus loin. Et où si on veut vraiment proposer un objet fini et en parler plus, parce qu'il y a un modèle économique qui moi je paye mes illustrateurs et illustratrices avant le financement, hmm, hein. Quelque part, hein, enfin, je les paye pas avant, pour être tout à fait honnête, je le dis, je suis par transparence, je les paye pas avant, je les paye après, mais j'ai un contrat qui fait que, ils sont assurés d'être payés, que ouais, le financement fonctionne ou pas, ils sont assurés d'être payés sur, ce qu'ils ont déjà produit, enfin bref, on a un contrat très singulier, mais qui fait qu'ils sont déjà payés quelque part. Enfin, factuellement, moi j'ai un papier qui dit vous serez payé, et limite j'ai un chèque qui est déjà écrit, tu vois. Donc, quand à un moment où tu sais que, ces échéances arrivent, et ben c'est le moment où il faut qu'on se lance. Et c'est pour ça qu'à un moment on se dit bon bah là on fait ça à telle date, et c'est pour ça que ça va vite aussi, c'est parce que parfois on nous dit mais vous ne nous avez pas contacté avant et tout ça. Oui, mais en fait, au bout d'un moment, même si on essaie d'avoir un œil sur une trésorerie, bon, déjà, Maison Nébuleuse, je suis le président, c'est une association, et pour l'instant je suis le président et j'ai une trésorière, et la trésorière travaille à côté, donc elle m'aide juste de temps en temps, mais sinon c'est moi tout seul qui gère. Et là, donc la maison va grandir parce que j'ai rencontré plein de personnes, et ces personnes veulent faire partie du projet, donc ça va être différent. Mais tout seul, au bout d'un moment, bah, en fait, t'es sous tension un ouais. peu tout le temps. Hmm. Ok. Mais parce que c'est quand même, ce que j'aimerais bien partir sur parler un peu du projet en lui-même, hein. Mais avant de poser la question, du coup, pèlerine, en 2 mots, ça serait quoi? Rigolo de demander en 2 mots parce que Alors, ou même justement 4 mots. En 4 mots, c'est quoi? non, je dis c'est rigolo parce qu'en fait, un des principes, centraux de Aori et de Pèlerine, c'est, d'associer 2 mots entre eux. Mais, on s'était jamais posé la question de comment on pourrait, décrire, Pèlerine en 2 mots. J'avoue que même en 4 mots, hem, c'est, c'est dur même en 4 N'est-ce mots, pas? c'est compliqué, c'est un jeu narratif, hem on dit que c'est de la science fantasy pour, en fait, on a trouvé plein de mots-clés pour essayer de dire ce que c'est, mais c'est vrai que c'est un univers qui fait pas forcément appel à des références, ou en tout cas, c'est un mélange de références. Donc c'est difficile de dire, comme certains jeux de rôle, «Ah bah, tiens, t'imagines c'est du cyberpunk avec des nains». Nous, on aimerait bien avoir un truc comme ça, mais voilà, oui, je sais, à chaque fois que je fais un pitch comme ça, on dit: «Tiens, on pourrait faire ça». Et Vas-y, mais prochain non, jeu. mais voilà. Mais pour Pèlerine, c'est plus compliqué. Alors nous, on a trouvé une formule pour le deuxième financement parce qu'on voulait essayer de faire un peu de marketing. C'est, un mélange, entre, Dune et Journey. Donc après, il faut connaître, mais donc Journey, le jeu vidéo, Mhm. qui consiste globalement à être à une créature sur une planète qui se dirige vers une montagne, avec une esthétique très, désertique, et avec des puzzles et cetera. Et puis, Dune, bon, je pense que là, les gens connaissent plus ou moins, surtout avec les films de Ouais, Villeneuve qui viennent ouais. de sortir, enfin le deuxième qui est sorti récemment. Mais voilà, ça dit pas tant de choses que ça sur le jeu. Donc le mieux, ça reste de dire quand même son pitch, c'est-à-dire qu'on joue, donc une ou plusieurs pèlerines, donc des voyageuses qui se dirigent vers une lune éclipse. Donc on est sur une planète qui est entièrement, plongée dans le crépuscule,
parce qu'il y a une éclipse, qui reste en place, tout le temps, depuis, des temps immémoriaux et régulièrement on envoie des pèlerines pour essayer de comprendre, d'essayer de se rendre, peut-être ou sur cette, lune éclipse pour essayer de comprendre et peut-être de faire revenir la lumière. Mmh. Et voilà et d'un point de vue, mécanique, on est sur un jeu, qui, associe des on va associer des mots entre eux pour improviser, pour créer son personnage, en particulier dans Pèlerine et on a tout un volet aussi sur le langage. On reviendra un petit peu sur tous les détails, mais voilà, globalement, l'idée, c'est ça. C'est une voyageuse dans cette espèce d'univers, crépusculaire, à la fois sombre, mais avec l'espoir d'en retenir quelque chose. Et on va passer sur 4 ambiances, 4 symboliques, imposées, qui sont, le désert, la montagne, les abîmes et enfin la lune. Gaël, est-ce que tu as une formation particulière en tant que game designer ou quelque chose comme ça? Absolument pas. Moi, j'ai été photographe, professionnel pendant 10 ans. Donc, je peux pas dire que ça a rien à voir parce qu'il y a des choses, je pourrais relier ça avec pas mal de choses en termes d'imaginaire, notamment en photographie, que j'ai pu faire, artistique, portrait et cetera, où j'ai un peu exploré, l'imaginaire. Mais non, non, je pas du tout. C'est vraiment, ça s'est fait au fur et à mesure en faisant du jeu de rôle, puis en côtoyant des auteurs et des autrices de jeux de rôle et puis assez naturellement quand on fait du jeu de rôle, passer du côté créatif, c'est assez évident Oh pour oui. pas mal de gens, en tout cas, voilà et en plus, voilà, il se trouve que j'ai croisé, des auteurs et autrices, dont j'aimais beaucoup le travail et qui m'ont, encouragé, qui m'ont aidé et donc voilà, au fur et à mesure, j'ai pu, sortir des jeux. Mais ça s'est fait sur la durée, hein. Ouais. J'ai quand même beaucoup galéré au début, j'ai travaillé sur pas mal de projets, comme beaucoup peut-être, des projets, un peu ambitieux et que j'ai jamais réussi jusque-là à boucler et c'est que quand j'ai commencé à me dire: «Tiens, je vais faire des trucs un peu plus petits et un peu moins ambitieux», qu'en finalement j'ai sorti des choses qui sont déjà sorties, qui ont été publiées, en tout cas en auto-publiées et qui ont commencé à être apprécié par certaines personnes. Et donc j'ai toujours des gros, gros projets dans les cartons, qui sortiront peut-être jamais, mais c'est pas très, très grave en vrai. Et toi, Valentin, t'as une expérience particulière avec tout ce qui est game design ou même dans le monde du jeu de rôle? Pas du tout. Non, même, c'est on en parlera peut-être, même si je pense que c'est un peu dévié, mais, quoi qu'on peut en reparler à un moment si on parle de game design et de nos approches, à tous les 2 et de la manière dont on a travaillé, mais, moi je suis, je suis designer graphique de formation et je suis devenu enseignant et moi le jeu, en général, le jeu, c'est surtout, une grosse passion, je suis un gros joueur de Magic depuis un petit moment. J'adore les jeux de société, j'allais souvent dans des bars à jeux. Là, j'y vais beaucoup moins, mais j'allais souvent dans un bar à jeux. Et je consommais du jeu de rôle, mais je consommais pas beaucoup de jeux de rôle francophones, donc j'avais une autre vision du jeu de rôle, enfin une autre approche. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est tombé un je crois que je suis tombé un peu dessus au fur et à mesure en étant, curieux. Pas à pas, on se retrouve à, mmh, à à trouver des éléments qui font appel et puis comme j'avais aussi, je pense, c'est plus facile en tout cas en France, hein, c'est un constat que j'ai fait, hein. C'est plus facile pour moi je trouve plus d'imagerie et d'imaginaire qui me parlent avec, un Franzina beaucoup plus poussé ou, des esthétiques beaucoup plus poussées dès qu'on passe la frontière française et donc je pense que c'est aussi pour ça qui m'a complètement attiré et c'est aussi la rencontre avec, la rencontre, je les ai pas rencontrés factuellement, mais la première fois que j'ai eu dans les mains un Morkborg ou un Cyborg, plus tard, ou des jeux, ou même les jeux des Mushmen, hein, qui sont français. Quand je les ai dans les mains et je me dis: «Ah en fait il y a ça qui est possible de faire» et là je me suis intéressé un peu plus à ce que je pouvais peut-être produire en tant que, en tant qu'éditeur ou auteur-éditeur, ouais. Pas tout à l'heure de Morktober, donc c'est vrai Ouais. que pour ceux qui ne connaissent pas, je vais montrer à l'écran, donc Mork and Borg, donc c'est une série de bouquins, hop là. Enfin, série de bouquins, ça démarrait comme une série de bouquins et maintenant c'est une vraie,
c'est vraiment un genre en lui-même, avec un côté qui est très, disons, très dark metal artistique un petit peu dans son esthétique. Et donc c'est marrant que tu m'en parles, mais parce que du coup, j'allais vous demander aussi, c'est quoi vos jeux de rôle préférés? Allez, grosse question comme ça. C'est quoi mon jeu de rôle? Waouh! Je suis même pas sûr que j'en ai un, en fait. Hem, je peux pas dire que c'est mon préféré, mais je crois que je peux citer Morgborg parce que c'est vraiment le l'objet qui m'a fait, basculer d'une certaine manière dans: «OK, ça, c'est possible d'être fait». Tu vois, je crois que pour préciser, je crois qu'eux, ils disent Art Heavy Doom Metal, Ah, un truc comme ça. RPG, un truc comme ça. Mm. Heu, bref, ils sont vraiment dans une esthétique et en fait, ce jeu-là, il m'a beaucoup marqué. Donc je pourrais le citer à chaque fois, même si là, je commence à fatiguer d'un certain manque de renouvellement. Mm. On a souvent les mêmes esthétiques alors qu'en fait, le jeu propose beaucoup plus de choses et quand certaines personnes se permettent de le hacker, je pense à Vasgrim ou à Farewell Arms to Redux. Là, c'est deux gros jeux qui hack Morgborg, mais qui proposent des esthétiques très similaires, mais Ouais. en même temps se les approprient. Et du coup, c'est intéressant. Enfin, bref. Donc, je vais pas dire que c'est mon préféré, mais je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. Et sinon, moi, j'aime bien à peu près. Je suis un gros fan d'OSR et de jeux qui me permettent d'improviser très facilement. Donc, tous les systèmes un peu libres. Tu vois, même un Laser and Feelings Ouais. de John Harper, moi, je le prends avec plaisir. C'est des systèmes très simples et qui permettent beaucoup de choses et qui mettent vraiment l'accent sur l'interprétation, sur une simplicité mécanique et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Mm. Et toi, Gaël, ce serait quoi ton jeu le préféré ou le plus marquant peut-être? Hem, je dirais que globalement, beaucoup de jeux que j'aime tournent beaucoup autour des jeux propulsés par l'apocalypse. Mm. Donc j'aime beaucoup Monster of the Week, qui a été un peu un des jeux qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier d'être meneur en réalité, parce que ça a pas été une évidence pour moi d'être meneur. J'ai commencé le jeu de rôle assez tardivement en plus. Et Monster of the Week, comme pas mal de PBTA, a un avantage, c'est qu'il explique ce qu'on est censé faire en tant que MJ. Ouais. Un peu avant ça, il y a eu Lady Blackbird aussi, donc j'aime beaucoup, qui est un peu un proto, jeu, PBTA, de John Harper aussi, qui m'a beaucoup marqué, mais pas seulement, aussi parce qu'il avait une façon de montrer le drama dans les personnages. C'est-à-dire que c'est un setting, tout fait avec, les limites que ça a, mais avec à la fois un système, très simple pour pouvoir improviser, l'action, assez rapidement et en plus des personnages déjà très typés avec des relations entre eux, ce que j'ai appris plus tard qui est une carte des relations finalement, qui est mise en place, pas visuellement, mais en tout cas quand on prend les personnages. Et après ouais, du coup, ça va être toute la famille des PBTA et dérivés, donc j'aime beaucoup Monster Hearts, qui m'a beaucoup Mm. marqué aussi, qui est un jeu qui m'inspire beaucoup et de manière générale les jeux d'Evry Alder aussi, même des jeux qui sont moins dans la veine des PBTA, je pense à Ribbon Drive par exemple, un jeu, plus contemplatif sur du road movie, avec une playlist musicale. Il y a, Mask, le jeu de super-héros, PBTA aussi j'aime beaucoup, que je trouve fascinant, en termes de game design. Je trouve que c'est un des PBTA les vraiment le plus qui est vraiment le plus, chaque engrenage, on peut rien retirer. Il y a un truc, si dès que t'enlèves un truc, tout se casse la gueule. Pour moi, ça veut dire que c'est un jeu dont tout est lié entre eux. Enfin, je trouve qu'il est très, très fascinant et voilà, après tous les dérivés, Blades in the Dark, pour le côté, forgé dans les ténèbres, qui est aussi encore une autre direction, des jeux PBTA, mais avec toujours cette même philosophie d'inventer, d'improviser au fur et à mesure, mais là, cette fois-ci avec un système, ce que j'appelle du tactique narratif. C'est-à-dire que la tactique, c'est-à-dire la gestion des dés, la gestion des ressources, est au service toujours de la narration. Enfin voilà, je pourrais en citer beaucoup, mais je pense à ça. Et après, je pourrais aussi citer pas mal de jeux dans l'indé francophone, parce que voilà, j'ai baigné là-dedans et c'est ça qui m'a mis le
qui à l'étrier, comme je disais tout à l'heure, du jeu de rôle. Donc les jeux de Frédéric Sintès, y compris ceux qui sont pas encore sortis, on est en train d'y travailler d'ailleurs, un jeu qui s'appelle Les Cordes Sensibles, qui est un jeu pour faire du drame humain, un peu comme dans des séries comme Succession ou Six Feet Under, et qui est un jeu aussi magnifique, sur lequel je suis en train de travailler pour le sortir bientôt. Et Prosopopée aussi de Frédéric Sintès, toujours, un jeu plutôt contemplatif, sans MJ, et dans lequel on invente, un univers ensemble. C'est un jeu qui est sorti, très tôt, en tout cas dans l'indépendant et qui m'a beaucoup marqué sur, le fait qu'on puisse faire un jeu, avec des enjeux qui sont pas forcément violents, voilà, un jeu contemplatif, non violent, axé sur la nature, en tout cas sur le rapport entre la nature et les humains. Enfin voilà, c'est un jeu fascinant à plein d'égards. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je pourrais en citer, énormément. Non, mais c'est super intéressant parce que de tout ça, qu'est-ce qui a inspiré le plus, Pèlerine ou même Aoi? Vas-y, continue, je crois que tu es dedans, Tout ça, hein, de toute façon, tout ce que je viens de citer, c'est vraiment enfin, en tout cas, ce que j'ai fait sur Aori, puis avec, sur Pèlerine, c'est vraiment l'héritage de ça. Sur Aori en particulier, mes inspirations, c'est un jeu qui s'appelle La Clé des nuages, qui est aussi, dans cet héritage, des jeux, indés francophones, et aussi issu, pour ceux qui connaissent, de La Forge, donc qui était un forum anglophone, qui a eu aussi beaucoup d'influence sur l'indépendance, mais cette fois-ci, outre-Atlantique et dans le monde, hein, de manière générale, en anglophonie. Et donc il y a La Clé des nuages, de KF, et The Magus aussi, de Momatose, qui est un jeu solo dans lequel on joue un mage, qui sombre petit à petit dans pas forcément dans la folie, mais en tout cas dans... Enfin voilà, c'est un jeu assez sombre, qui a été, traduit, récemment d'ailleurs par Kelren, je vous recommande, c'est un très, très bon jeu solo. Et toute la scène, du jeu solo, parce que j'ai vraiment, pensé à la base le jeu pour jouer à la fois jouer en solo, mais aussi en duo. Mais la structure est quand même très, très proche de ce qu'on trouve dans les jeux, dans des jeux solo, avec des tables notamment, beaucoup de tables de mots. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qu'on retrouve beaucoup dans les jeux solo, pour pouvoir improviser justement quand on est tout seul et qu'il y a pas de MJ. On va aller puiser dans des tables aléatoires, et voilà. Et après, et c'est là où ça va être intéressant, aussi de faire le pont avec Valentin, c'est que, sur Pèlerine, on va un peu fusionner nos références. Là où justement moi j'ai parlé plus de toute cette scène indé, francophone, issue de la Forge, et puis, de la scène un peu PBTA. Et bien après on va aller se diriger, sur des choses plus, de l'ordre de l'OSR, du NSR, et cetera. Mais là je laisse la main à Valentin sur ce volet-là. Mais, c'est des choses que je connais par ailleurs, mais que du coup, Valentin a un peu plus d'affinité, et donc, on va aller mélanger, puiser ces inspirations-là. Parce que ouais, du coup, pareil, Valentin, parce que vous avez travaillé tous les deux, donc c'est un échange, enfin, Pèlerine, c'est un échange d'idées sur même tout ce qui est côté game design, aussi bien qu'illustration. Et du coup, Valentin, c'est quoi tes inspirations pour Pèlerine, hein? Moi, j'étais pas mal, quand on a commencé Pélune, j'étais encore pas mal dans du grok et tout ça, donc vraiment sur de l'OSR, très narratif avec du Nave aussi. Hem, j'ai ouais, Troika aussi m'a pas mal inspiré. En fait, tous les gros hits, OSR vraiment, des dernières années là m'ont beaucoup, enfin me font beaucoup cogiter encore, hein. C'est vraiment pas un truc que je les digère, je crois qu'encore, beaucoup en termes de game design, et surtout que je vois qu'il y a des possibilités, qui s'ouvrent à chaque fois que je comprends une mécanique, que je comprends, un choix en fait qui a été mis en place par les auteurs ou les autrices de ces jeux. Je me dis: «Ah ouais, en fait, ils ont choisi ça et voilà pourquoi», et puis là, j'essaie de c'est vrai que j'aime bien quand c'est vrai que je lis pas tant de jeux de rôle que ça. Mhm. J'en lis, mais quand je les lis, en fait, je les décortique vraiment. Souvent même, parfois, je lis un jeu de rôle et avant d'y jouer, je le hack. Heu, voilà, et après j'y joue pour le plaisir. Ou, mais il y a vraiment il y a une espèce de procédé, très, un peu de savant fou
finalement, où je récupère un jeu, il faut que je le dissèque, vraiment, pour essayer de comprendre, comment il fonctionne. Donc, ouais, là, au ce moment sur le moment de Pèlerine, il va y avoir, Grok, qui m'a pas mal inspiré parce que je l'avais beaucoup mangé, beaucoup traduit, j'avais vraiment décortiqué. Donc sur certains points, sur certains fonctionnements, il y avait du Naive aussi sur cette certaine simplicité. Heu, Ça, c'était les 2 grosses influences sur le moment qui m'ont vraiment, impacté. Il y a sûrement d'autres jeux, j'ai lu quelques PBTA aussi, je me souviens plus lesquels. Il y a des moments où je lis des choses parfois et par contre ceux Ouais, je lis des choses et ceux qui c'est pas qu'ils m'intéressent pas, mais ceux que j'ai pas envie de digérer ou sur le moment, je sais pas, je sens pas la chose, je passe à autre chose. Non pas qu'ils m'ont pas plu, mais, ça a pas comme si enfin cliqué. voilà. Ouais. Non, non, mais c'est même pas ça, c'est, tu vois, il y a des jeux sur lesquels je reviens, 5 mois après. Je Mm. sais pas si c'est parce qu'il faut que je les ingère, différemment ou parce qu'en fait mon cerveau il est ailleurs. Souvent je suis un peu obnubilé sur un truc, je suis un peu monotache parfois. Enfin, je fais plein de choses en même temps, mais quand j'ai un jeu en tête, j'ai un jeu en tête. Il y a pas là ça fait par exemple 3 semaines que j'ai un jeu en tête, un jeu solo, jeudi je fais un live dessus. Voilà. Ça, c'est Non mais c'est ça, c'est je l'ai vu, j'ai fait: «C'est quoi?» Je l'ai lu, j'ai fait: «Ouh là!» J'ai fait je l'ai acheté direct parce que du coup, j'ai fait: «Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intéresse vraiment». Je l'ai partagé, assez vite et là, je suis en train de le traduire et je pense qu'en quelques heures, là, j'ai déjà fait plus de la moitié de la traduction, bon, voilà, ça c'est fait. Mais c'est parce que encore une fois, c'est un besoin de décortiquer et de comprendre et je fonctionne comme ça, donc c'est très personnel, hein. Mais à ce moment, ouais, je pense que Grok était encore dans ma tête, même si maintenant je suis passé un peu à autre chose, même si je vais passer sur travailler sur la V2 qui est extraordinaire, hein. Elle est vraiment, le jeu est vraiment poussé et Naive était pas mal aussi dans ma tête. Il y avait une réédition qui était sortie, ou la deuxième édition était en train de sortir à ce moment-là. Et après, ça va être plein de petits jeux de société. Là, j'ai joué beaucoup à Clank, qui nous a pas mal inspiré à un moment. Ok. Un jeu de deck building et d'exploration. Mm. Bon, bref, il y a plein de petits trucs comme ça, mais Parce que c'est. Parce que comment vous décrirez ce qu'on appelle euh, la boucle de jeu principale de Pèlerine? Ça serait quoi vraiment le cœur de Pèlerine? c'est quoi le cœur de Pèlerin? Et ben, je vais reprendre ce truc de speech. Moi, je pense que le Pèlerin, c'est le motus du jeu de rôle. Tu joues avec des jeux de mots et t'essayes de pas tirer la boule sombre. Euh... Motus des jeux de rôle. Attends, niveau ouais, c'est le motus marketing, des jeux de rôle. Mais du coup, c'est pas pour on n'a pas la même cible. Mais non, non, la boucle de jeu, elle est je sais pas si je vais essayer peut-être que Gaël, tu veux y répondre à ça? Je pense que ça c'est les parties sur lesquelles tu es Mmh, aussi, vachement impliqué, je sais pas ce que tu en penses? mouais. La boucle de gameplay globalement, ce serait heu on est sur de l'exploration, clairement d'abord, c'est-à-dire, une fois qu'on a créé les personnages, les joueurs et joueuses vont explorer, l'univers, qui va être improvisé au fur et à mesure par la narratrice et une fois qu'on a exploré suffisamment, on va tomber sur, ce qu'on appelle les épreuves, donc des moments où il va y avoir un moment dramatique intéressant sur lequel on a envie de mettre un enjeu et à ce moment-là, on va utiliser une mécanique, qui fonctionne avec des jetons qu'on va mettre dans un pochon et l'idée, ça va être donc de ne pas, récupérer, un jeton, noir. Donc il y a des jetons, on va dire sombres et des jetons clairs et il faut éviter de récupérer des jetons sombres, sinon on va avoir non pas un échec, mais notre personnage risque d'être corrompu. Donc en pratique, comment ça se passe? Pour augmenter nos chances de réussite, on va avoir un niveau de difficulté de base de jetons qu'on met dans le pochon et pour augmenter nos chances de réussite, on va pouvoir ajouter des jetons en utilisant ce qu'on a sur notre feuille de personnage, qu'on aura fait à la création de personnage, qui s'appelle des accroches. Et les accroches, c'est une combinaison de 2 mots. À chaque fois, on a une réserve de mots sur sa feuille de personnage et on va combiner 2 mots entre eux et on va créer une accroche. Donc ça peut être par exemple notre origine, ça peut être notre glyphe qui est l'équivalent de notre pouvoir. Heu
et en décrivant comment on utilise notre, accroche ou plusieurs des accroches, on va pouvoir rajouter à chaque fois un jeton, clair. On mélange tout ça, on met dans le pochon et puis, si on récupère un jeton clair, tout va bien. Et si on récupère un jeton, sombre donc, non pas on n'échoue pas, l'action va quand même réussir, mais il y a une de nos accroches, une de celles qu'on a utilisées va être corrompue. C'est-à-dire que, momentanément, c'est comme si notre personnage avait perdu un peu foi en ses pouvoirs, en lui-même et cetera. Et s'il la réutilise une deuxième fois dans une autre épreuve et qu'il, récupère une nouvelle fois un jeton sombre, là, l'accroche est définitivement, perdue. Voilà en gros ça c'est la boucle de gameplay vraiment d'un point de vue mécanique, mais en pratique, c'est surtout de l'exploration, c'est-à-dire que les personnages vont, enfin les joueurs et joueuses vont décrire, ce que font leurs personnages dans l'univers qui va être décrit et il va s'agir de comprendre ce qui se passe. C'est beaucoup un jeu où il faut arriver à comprendre du côté, narrateur, narratrice, on a, ce qu'on appelle les événements. Le MJ, la MJ va poser des questions d'abord aux joueurs et aux joueuses en leur disant, «Qu'est-ce que vous vous attendez à voir?» Par exemple dans le désert qui est le premier chapitre. Il va prendre des notes et il va s'inspirer, de ce que, les joueuses, leur ont fourni comme réponse. Donc c'est des réponses en plus qui sont pas méta, ce sont des réponses qui sont fictionnelles parce que c'est qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce que ta tribu, qu'est-ce que ton peuple t'a dit sur la montagne, sur les abîmes et cetera. Donc la narratrice note tout ça et ensuite on a quand même des aides de jeu, donc on appelle des événements et on va pouvoir puiser dedans pour créer des enjeux intéressants avec des questions. Et donc ça va consister à mettre en scène ces enjeux. Donc par un enjeu, par exemple, ça peut être une créature. Donc il y a une créature que les pèlerines vont rencontrer et cette créature, elle provoque des déséquilibres au niveau d'un peuple, par exemple, qu'on va rencontrer et il va falloir, du coup enquêter d'une certaine manière, agir, pour, comprendre pourquoi cette créature, gêne les habitants, comment elle en est arrivée là, c'est quoi le lien aussi avec la lune éclipse? Parce que la ligne, vraiment, la ligne rouge de tout ça, c'est vraiment la lune éclipse, c'est de comprendre, en définitive, quel est ce qu'est cette lune éclipse, sachant que d'une partie à l'autre, ça peut être quelque chose de complètement différent. C'est pas un univers où il y a un lore écrit, il y a des choses qui sont préétablies, on va dire et des textes d'ambiance qui donnent un petit peu quelques, repères, au niveau de l'univers, mais globalement, chaque, partie va développer un univers différent dans laquelle, les 4 chapitres que j'ai cités, peuvent être très, très différents et y compris du coup la Lune qui peut se révéler être, heu, une station spatiale, peut être, le royaume des dieux, une illusion, OK, voilà, ce qu'on a envie d'y mettre, qu'on va improviser au fur et à mesure. Donc ça vient pas comme ça, il faut pas, improviser d'entrée de jeu, mais ça va venir en vraiment c'est un jeu et c'est là où ça reprend, je parlais des jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est là où on va beaucoup se reposer sur les joueurs et joueuses, qui vont apporter de la matière et on va réutiliser cette matière pour improviser derrière avec l'aide de tout le matériel que nous on fournit aussi, pour développer, les enjeux et l'univers. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire qu'il n'y a pas de lore écrit. Parce que c'est quelque chose, une conversation que je trouve beaucoup sur pas mal de réseaux, sur les forums, etc. Et tu as un petit peu bon, peut-être pas une dichotomie, mais d'un côté, tu as des bouquins qui vont avoir un world building de 400 pages, où tu vas avoir tout expliqué dans tous les moindres détails. Et de l'autre côté, bah, tu as des jeux qui sont plus en mode, bah, Pèlerine a l'air d'être plutôt dans ce mode-là où tu vas plutôt avoir une sorte d'atmosphère, d'ambiance, hein. Mais est-ce que, est-ce que vous pensez rajouter du world building au fur et à mesure dans le... Parce que là, ici, je n'ai que le quick start, hein, enfin que la version d'essai. Et donc, est-ce qu'il y aura plus de lore? Est-ce qu'il y aura plus de mythologie ou... En fait, ce qui est intéressant, c'est que le jeu, enfin, ce que nous on trouve intéressant, je précise, c'est que le jeu ne pose pas tant des éléments de contraintes, mais il pose quand même un cadre. C'est là où c'est différent. C'est-à-dire qu'il va pas dire c'est A ou B, il va le dire
regarde ce qu'il y a autour de A ou B. Il y a comme des limites qui existent. C'est-à-dire que dans la boucle de gameplay, c'est ce que disait Gaël, il y a une ressource qui sont les mots quand même qu'on va utiliser. Et cette ressource va permettre de concevoir du récit. Sauf que cette ressource, elle est limitée quelque part à 60 mots pour les personnages, à 60 mots pour les chapitres et à l'imaginaire collectif. Mais là où nous, on ne va pas proposer effectivement 400 pages de récit, on va plutôt proposer des guides et des directions qui vont permettre d'improviser et de construire un environnement. Et là où le lore va se diffuser dans le livre, ça va être dans les textes d'ambiance. Donc, tu en as déjà vu quelques-uns, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir sûrement des éléments peut-être plus narratifs. On en a parlé un peu. On va voir comment on va diffuser ça et tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas contraindre et d'expliquer, tu vois, d'avoir une chronologie fixe, mais plutôt d'expliquer des éléments de cadre dans lesquels, les joueurs et les joueuses vont pouvoir naviguer. Et nous, c'est aussi parce que ça se rapproche beaucoup plus de nos façons de jouer. C'est-à-dire que je pense que ni Gaël ni moi, et tu me diras si tu peux me contredire Gaël, si c'est le cas, mais ni Gaël ni moi n'aimons quelque part lire ces livres de 400 pages avec du lore. C'est pas quelque chose qu'on pratique au quotidien, c'est pas les jeux auxquels on joue. On dit pas qu'ils sont mauvais, hein, mais c'est juste que c'est pas ce qui nous intéresse, donc c'est pas ce qu'on va publier. Et parce que du lore, j'en lis, tu vois, par exemple, ce que je disais avant qu'on commence, mais tu vois, j'ai ma petite collection de livres d'armée Warhammer que j'ai depuis que je suis gamin. Et en fait, je les lisais gamin. Moi, j'allais presque dans la boutique Game Workshop pour lire les livres d'armée, parce que dedans, t'avais justement ce cadre du lore en quelques récits, en quelques pages. Tu avais 30 pages de livres d'armée et t'en avais 5 ou 6 qui parlaient vraiment de récits, qui mettaient en avant des personnages et tout ça. Et on va plus aller vers ça, je pense, que de la précision. C'est-à-dire poser des mots, poser des noms, poser des intentions, poser des événements, sans pour autant être dans la précision la plus absolue, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, et puis on n'a pas nécessairement envie de... Toi, le jeu est fait pour l'improvisation. Hmm. Donc on va pas contraindre les joueurs enfin surtout les joueurs et les joueuses, et surtout les MJ, à, à lire et à absorber des pages et des pages de contenu, alors que notre objectif, et en plus c'est un double objectif, parce que là dans le deuxième financement, on propose un livret de synthèse des règles pour aller encore plus vite quand vous voulez jouer. Euh, Notre objectif, c'est presque de se dire, s'il y a quelqu'un qui lit le livre, qui va faire quand même sur 60 pages, on va pas se mentir. Si quelqu'un lit le livre une fois, qu'il a à peu près bien intégré les règles du jeu, il peut se lancer assez rapidement, sans pour autant avoir 2 ou 3 semaines de préparation avant. C'est vraiment l'objectif. Et c'est là où on se croise avec d'autres personnes. Et après, je peux comprendre qu'il y en a qui ont besoin de maîtriser leur récit. Et je ne les condamne pas, hein, au contraire, hein. Je dis pas qu'il y a de mauvais jeux de rôle, j'insiste, hein. Je parle d'affinité. Euh, mais mais c'est vraiment ce truc qui nous tient à cœur, nous, c'est de... Peut-être aussi parce qu'on a, toi, comme tu dis, on fait plein de trucs et du coup, de jeux de rôle, on en consomme des masses. Et quand on joue, moi, je joue pas tant que ça aux jeux de rôle finalement parce que j'en consomme beaucoup, mais je joue pas tant que ça. Et quand je joue, j'ai pas envie de prendre 3 semaines, j'ai pas le temps de prendre 3 semaines à gérer, à absorber toute l'histoire d'une nation, sachant qu'il y en a 5 dans un bouquin, pour faire un petit récit que de toute façon mes joueurs et mes joueuses vont démonter. Hmm. Mais, mais par contre, poser des bases, poser des objectifs, un objectif principal, des objectifs secondaires et un cadre, ça, c'est ce que j'aime et c'est ce qu'on fait avec Pellegrin. Et d'ailleurs, on a posé des outils d'improvisation qui sont, enfin, que je trouve assez formidables et assez accessibles. Hmm. Parce que c'est un... Parce que l'improvisation, c'est quelque chose qui est pas toujours facile, et dans beaucoup de jeux qui sont justement à... Beaucoup. Je trouve que c'est l'un des plus grands freins à ce genre de jeu très narratif, c'est que parfois, en tant que joueur, ça peut être dur de rentrer dans cette narration partagée. Parce que surtout, tu as aussi encore certains joueurs qui ont du mal à prendre part à la narration parce qu'ils ne sont que joueurs ou joueuses. Et donc, ils ne se sentent pas légitimes vraiment de participer à rajouter quelque chose au récit parce qu'ils ne sont que joueurs. Comment vous avez fait pour gérer ça? C'est quoi votre approche là-dedans? Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que
Enfin, de mon côté, pourquoi, faire des jeux où il y a pas de lore fixe? C'est aussi pour moi une nécessité à la base. J'ai expliqué tout à l'heure que j'ai eu du mal à me lancer en jeu de rôle, que ça soit en création, mais même d'abord à être MJ en fait, c'est quelque chose qui m'impressionnait beaucoup et j'ai eu quelques jeux de rôle, avec, beaucoup de lore dans les mains et je savais pas quoi en faire, en fait. C'est-à-dire que le bouquin, c'est un truc, ça aussi que moi perso je critique beaucoup et je comprends l'affinité qu'on peut avoir avec des univers qui sont très, très creusés, avec des belles illustrations et cetera. Mais ce que je n'aime pas dans ces jeux-là, c'est qu'ils ne t'expliquent pas comment il faut jouer. C'est-à-dire qu'il y a une idée dans le jeu de rôle que, globalement, la pratique, se transmet, par, de MJ à MJ ou alors que, les MJ, finissent par, trouver des conseils ailleurs sur YouTube ou, voilà, des articles et moi je suis plutôt d'avis qu'il faut, expliquer les règles dans le jeu, quoi. Et c'est sûr que dans des livres où il y a beaucoup d'univers, c'est compliqué en plus, il faut rajouter, 50 pages, pour expliquer comment on joue au jeu de rôle, sachant qu'il y a beaucoup de ces jeux aussi qui se jouent plus ou moins de la même manière, en fait. Donc et c'est devenu une évidence qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Donc alors que c'est vrai que moi je viens plutôt d'une famille du coup de jeux de rôle, indé dans lequel, comme on explore des choses qui sont très, très, atypiques, des jeux sans MJ, parfois des jeux sans dés, avec des mécaniques particulières, des partages de la narration qui sont différents, bah, là ça oblige vraiment à expliquer, exactement, qui fait quoi, à quel moment, dans quel ordre et cetera. Donc des jeux que j'appelle, procéduraux, ce qui est pas Mmh. forcément un gros mot. Pour moi, ça veut dire que le jeu t'explique pas à pas ce que tu es censé faire. Alors ça veut pas dire que tous les jeux sont accessibles malgré tout, parce que, ça fait toujours appel à une certaine culture et à des habitudes de jeu. Mais c'est vrai que, j'ai plus, de facilité à jouer à des jeux dans lequel qui m'expliquent, comme je parlais de Monster of the Week, qui me disent: «Bah, voilà, pour préparer un scénario, ben, tu prépares un monstre et après tu prépares des PNJ et cetera». Plutôt que, ben, voilà, un scénario tout fait et puis, bah, débrouille-toi avec ça. Il faut à la fois enchaîner le scénario de manière linéaire, mais en même temps faire en sorte que les joueurs et joueuses aient quand même de la liberté dans ce scénario linéaire qui est un paradoxe, qui a été pas mal documenté d'ailleurs. Donc voilà, déjà pour moi c'est ça, c'est vraiment une nécessité et après comment on fait quelle approche on a pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne? Mmh. Ben, la réponse c'est presque dans la question, c'est-à-dire qu'on met les procéd on met un maximum de procédures. Le tout ce qu'on n'a pas comme lore dans le jeu, il va se retrouver par exemple dans le matériel de jeu. Un truc particulier dans Pèlerine, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à imprimer si on veut jouer, mais c'est parce que justement on fournit beaucoup de matériel pour pouvoir improviser en temps réel pendant la partie, et qu'on n'ait pas besoin de retourner dans le livre et là on s'est mis d'accord d'ailleurs sur les 2 livrets, qui sont proposés dans le financement, actuel qui est en cours, où on va avoir un livret pour, le solo duo et des règles pour jouer à plusieurs et dans notre idée, c'est vraiment que, c'est mieux d'avoir lu le bouquin quand même avant parce qu'il va y avoir plein de conseils, des exemples et cetera, mais en théorie, on va pouvoir prendre les livrets et on a tout le matériel à la fois pour les joueurs et joueuses, mais aussi pour, le ou la MJ pour pouvoir, mener une partie avec toute la procédure, qu'il y a. Donc après, il y a des gens qui aiment pas, ça c'est différentes écoles et différentes, approches et c'est vrai que ça reste de l'improvisation, donc ça peut faire peur, mais on répond à ça en donnant un maximum d'outils tout simplement, pour pouvoir accompagner et ça il y a aussi, je pense à un autre aspect, c'est que le fait que justement l'univers soit, pas fixe et je pense que, c'était pas forcément voulu à la base, mais comme c'est un jeu qui est très symbolique, qui est très, surréel aussi avec, facilement de la magie ou de la technologie, ça aide aussi à l'improvisation. C'est-à-dire que si on était dans un jeu vraiment réaliste, ce serait peut-être plus difficile, de dire tout d'un coup, il y a un arbre, avec, un éléphant, je sais pas moi, enfin, voilà, quand on mélange les mots, des fois, ça peut créer des choses assez surréalistes. Ouais. Là, comme c'est un univers qui est fait pour ça, qui est justement, pensé pour pouvoir créer des choses qui peuvent être surprenantes, eh ben, on peut plus facilement le prendre en main, même pour les joueuses et joueurs qui vont associer 2 mots entre eux et c'est souvent ce qu'on dit pendant les parties. On dit, ben, créez la chose qui vous vient en premier à l'esprit et même si c'est un peu étrange, même si c'est un peu,
ça vous paraît, stupide, en fait, ça peut créer, et souvent ça crée des choses assez, étonnantes et belles et voire drôles aussi, ça dépend, donc c'est, voilà, on y répond comme ça de façon un peu de plein de manières différentes, mais je dirais, voilà, par les procédures Mmh. et par le fait que ça soit un univers qui est malléable, qui est symbolique et qui permet de créer plein de choses différentes, voilà. Parce que d'ailleurs, ça c'est tu parles de symboles, parce que c'est vrai que même le nom des, classes, et là je mets des gros guillemets sur les classes, parce que là on va avoir, carte, souffle, flamme, donc c'est heu, assez, unique, je dirais, d'avoir des noms qui soient, bah, à la fois aussi peu explicatifs, mais très évocatifs. Ouais, bah, j'allais te répondre un peu là-dedans. En fait, la suite un peu de ce que vient de dire Gaël, c'est que les procédures, elles sont, je vais répondre à ça, hein, parce qu'en plus, c'est moi qui ai écrit les premières classes telles qu'elles existaient, on appelait ça des classes. Elles Mmh. sont restées jusque-là et maintenant on appelle ça des rôles. Parce on pense de rôles à interpréter, mais de rôles aussi au sein du groupe. Mais pour continuer ce que disait Gaël en quelques mots, on met en place des procédures, donc du matériel de jeu. Je crois que je dis pas de bêtises, mais sur la démonstration de la démo du jeu que tu as, là, Oui, tu dois tu as avoir juste 24 au-dessus. pages et dans les 24 pages, je crois qu'il y a 11 pages de matériel de jeu. Je crois Effectivement, il déjà. y a de quoi proposer. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, en fait, la procédure telle qu'on la met en place, c'est celle qui nous permet d'avoir des joueurs et des joueuses actifs, qu'ils soient joueurs ou maîtres du jeu ou maîtresses Mmh. du jeu. En fait, c'est, les questions. C'est Mmh. vraiment la forme, qui intervient le plus. C'est que là, au fur et à mesure du jeu, tout est une question. Quand on vous dit, «Créez votre origine», bah, en dessous, il y a marqué en dessous d'origine, il y a marqué: «D'où est-ce que je viens?» Enfin, «D'où viens-je?» Je crois, c'est Mmh. ça. Ouais, Et d'où en fait viens-je? ouais, c'est ça. Et toutes les accroches sont des questions, toutes les toutes les Les procédures événements, sont des questions, les événements sont des questions, enfin, tout est des questions. Et en fait, c'est soit sont des questions qui sont posées directement aux joueurs, aux joueuses, soit sont des questions qui sont posées directement au narrateur et à la narratrice. Et en fait, une question va amener une réponse. Et en fait, c'est une manière d'être actif et d'acteur. C'est pas juste un bon, bah maintenant, il faut créer un truc. C'est genre, mais il faut créer ce truc. Comment vous pensez qu'il existe? Ou ça va être, je crois que c'est. Il y a des questions parfois qui sont un peu précises. Et en fait, de devoir chercher cette réponse, ça va amener les joueurs et les joueuses, peu importe leur rôle au sein de la partie, à être active et de vraiment proposer quelque chose. Bref, pour la procédure, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on a balisé des étapes de jeu, et à chaque étape de jeu, il y a toujours des questions auxquelles il faut répondre, que ce soit en tant que joueur ou joueuse, ou narrateur ou narratrice. Parce que là, je Et du vois. coup, ça aide vraiment. Et en fait, bah, tu le vois, je pense que tu mets une carte, si tu mets en face de toi une fiche de personnage, et à côté, tu mets une fiche je pense que les fiches de chapitres, tu vas voir qu'il y a des parallèles à faire entre même en graphique, il y a des parallèles qui sont faits, parce que en fait, tout fonctionne à peu près de la même manière en questions-réponses et des mots pour vous aider à répondre. Je reviens sur la question, je crois que c'était sur les rôles, pour comment on Oui. fait. Bah, c'était une vraie volonté, en fait, de ne pas créer des classes qui existent toutes faites, parce que du coup, on était dans un environnement, dans un univers qu'on voulait émergent, et du coup, c'est ce que tu dis, on est plus dans la symbolique et dans l'évocation que dans le cloisonnement. Mmh. C'est hyper important, hein. Je crois que faudrait qu'on en parle. Peut-être que, mais Gaël et moi-même, on a fait quelques parties tests, et une des choses Mmh. qu'on fait tous les deux, c'est s'échanger les feuilles de personnages ou en parler après ces parties tests. Mais c'est beaucoup plus Gaël que moi qui fait des parties tests. Euh, et c'est super intéressant de voir comment, à partir d'une évocation, donc d'un mot, de quelques lignes, et d'un ensemble de 60 mots dont les gens lesquels vont piocher, comment on a des personnages qui à la fois sont tous différents et en même temps vont dans une même direction. C'était vraiment le travail qu'on a mis en place, hein, ça a duré très longtemps. On se rend pas compte que choisir 60 mots précisément, ça prend du temps. Mais c'est vraiment plusieurs mois de je pensais à ces mots-là, je pensais à ces mots-là, et vraiment de attends, celui-ci il est plus évocateur de ça, donc on va le mettre là, et de choisir ces 60 mots. Et en fait, on parlait de cadre, c'est vraiment ça. C'est la flamme, elle a ses mots. Elle a ses mots, et du coup, tu vas pouvoir créer une flamme très singulière parce que tu vas aller piocher dans les mots. Mais
Il va quand même y avoir quelque part, parce que c'est dirigé par le petit paragraphe descriptif, hein, mais il va quand même y avoir quelque part une direction un peu commune à chaque joueur ou à chaque joueuse. Et ça, c'est super cool à voir et c'est super cool à mettre, enfin, à jouer, en tout cas. Parce que ouais, j'allais vous dire, mais comment vous avez fait pour tester ça? Parce que autant tester un jeu qui est des... bah, j'imagine, si je reprends sur vraiment la base de la base, genre tout ce qui va être D&D ou Pathfinder, ou les jeux comme ça qui ont des mécaniques qui sont assez fortes, tu peux tester, tu peux même tester ça à faire des tableaux, tu fais des tableaux Excel, puis tu t'assures que tous les pourcentages vont bien dans le bon sens. Mais là, comment vous avez fait pour tester des... Bah déjà, et même comment vous êtes fait pour arriver à cette idée de rôle? Comment c'est arrivé ce truc-là? Est-ce que vous êtes dit à un moment, bah tiens, on veut... D'ailleurs, pourquoi des rôles? Pourquoi pas juste des mots? Ou, comment sont arrivés les rôles? Je refais l'historique rapidement. Du coup, Vas-y. je me permets de répondre parce que j'ai écrit la première monture et on a toujours les mêmes noms de rôle. Ça me tue à chaque fois de voir que la chose qu'on a écrit en début 2023 est toujours là. Même si ça a bien évolué, hein, mais la base, vraiment les fondations sont là. Hem, en il y a un des retours qui avait été fait, Gaël, quand je t'ai parlé des pèlerines avec Gaël, qui s'appelait pas Pèlerine à l'époque, je sais pas comment ça s'appelait, mais bref, ça s'appelait pas. Même si Pèlerine est venu assez vite. Auri Multi, voilà. Quand on parlait d'Auri Multi, il y a on parlait avec Gaël de ça, il y avait, et je lui disais quels sont on discutait des retours qu'il avait reçus et un des retours, moi, qui m'avait marqué et qui était aussi un retour que j'avais enfin, c'était quelque chose que j'avais aussi un peu vécu personnellement en lisant son jeu, c'était que, le personnage en lui-même n'avait pas nécessairement de je vais pas dire pas de personnalité, mais il avait pas de cadre. En fait, le personnage d'Henri, c'est une page blanche et il se construit au fur et à mesure du jeu, alors que, dès qu'on va passer à du multijoueur, il faut que l'identité des personnages, elle soit identifiable et que chaque joueur ou joueuse interprète un personnage qu'il puisse identifier, à la fois dans ce qu'il va pouvoir proposer en termes de mécanique ou de jeu, ou à la fois ce qu'il est ou enfin, ce qu'il est dans le groupe, quoi. Mhm. Et donc la première chose que j'ai fait quand on a, bah, je pense que je dois l'avoir à portée de main aussi, parce que j'ai tout à portée de main. La première chose que j'ai fait quand j'ai travaillé sur Pelgrim Multi, c'est proposer 36 personnages, pardon, 6 personnages avec 36 mots, puisque dans Aori, il n'y a que 36 mots qui sont dans les tableaux. Et voilà, j'ai fait ce grand tableau. On voit rien avec mon éclairage, voilà. Ce grand tableau avec plein de mots. Ouais. Et j'ai fait ce grand tableau sur une feuille à 3, je me suis posé la tête, vraiment j'ai mis du son, je me suis posé, je me suis dit: «J'ai besoin de faire 6 personnages différents. Comment je fais?» et heu et je me suis intéressé à un peu tous les jeux que je connaissais, à quel type de personnage et comment je pouvais, traduire certaines idées. C'est tout bête, mais je crois que si tu reprends, les 60 mots des 6 rôles, tu verras qu'il y a les 6 caractéristiques de Donjons& Dragons qui sont dedans. Tu as, force, endurance, agilité, charisme, je suis pas assez à D&D pour tous les avoir. Faut pas le dire ça, Valentin, qu'en fait, c'est Désolé. les classes de D&D qui sont cachées dans Oh, Ouais, attends, là je mais ouais, mais vois non, mais c'est vrai, non, mais en fait, il fantastique. y a un Ouais. peu de ça, ouais. il y a un peu de ça, ouais, tu il y a des mots-clés qui sont aussi des mots de classe. Enfin, en gros, il y a Ah, plein de choses qui existent. J'essaie de Mmh. trouver où est-ce que je l'ai mis. Ouais, c'est ça. Les concepts. Il y a une colonne concept, et c'est ça. Il y a la voix, c'est la constitution, la carte, c'est la dextérité, l'aveugle, c'est la sagesse, la main, c'est l'intelligence, le souffle, c'est le charisme, et la flamme, c'est la force. Voilà. Ah, bah en fait, vous avez tout pompé sur D&D, hein, Et comme tout bien le sûr que monde. D&D, Attends, moi j'ai appris à jouer avec la 3.5 de D&D. Ouais, moi aussi. Mes Waouh! premiers émois, c'est ça. Donc, bien sûr que j'ai toujours du D&D. Et puis même si, tu vois, l'OSR, ça reste un cousin du D&D, et même, j'ai envie de Ouais. dire un frère, tu vois, du Hmm. D&D. Et donc, bah, bien sûr que, enfin, en gros, enfin, en fait, quand c'est ce que tu disais, on est sur un jeu où on est sur de l'évocation. Hmm. Et même le jeu en lui-même, c'est le voyage du héros, quelque part. On s'est beaucoup inspiré de choses qui existent déjà. Et donc, pour les classes, ben, en fait, c'est un peu pareil. On essaie d'aller chercher des archétypes qui existent déjà, des archétypes narratifs, que tu peux trouver dans du conte, que tu peux trouver bah, dans Donjons& Dragons, hein. Je veux dire, je pense que l'origine de D&D, les classes, les caractéristiques,
c'est pas rien, ça sort pas de nulle part, ils les ont pas inventé. Ouais. Et c'est pareil, ça c'est une ressource qui existe à la base. Ça vient du récit. Je pense qu'aussi on va piocher chez Tolkien et tout ça, je pense que tu vas chercher sur certaines descriptions, parce que les descriptions, c'est Tolkien, il y en a quand même pas mal. Si tu vas chercher les descriptions de, certaines races, certains personnages, certains événements, tu vas retrouver les mots que tu trouves dans Bien D&D, sûr, c'est presque sûr. bien sûr. Et donc, nos influences, elles sont multiples, mais ça reste quand même pour les rôles, on va chercher les archétypes de base. Mm. Parce que c'est ce qui est intéressant. Et c'est pareil, enfin, le but, c'est pas non plus de proposer des personnages dans lesquels les joueurs ou les joueuses ne peuvent pas, tu sais, ne peuvent pas mettre un peu d'eux-mêmes. C'est plus facile de s'identifier à des archétypes un peu forts, parfois à des clichés, qu'à des personnages complexes. Mm. Et donc, bah, même si nos personnages sont évocateurs, ont des mots ont des noms qui leur appartiennent, ça reste une énième occurrence d'un archétype de jeu de rôle ou de récit. Est-ce que là, est-ce que l'un des plus grandes plaintes qu'ont les joueurs pour les jeux dans D&D, Pathfinder, tout ça, c'est au niveau de l'équilibrage. Et dans un jeu comme, genre, est-ce que chacune des classes sont toutes aussi fun à jouer? Mais pour Pèlerine, comment vous avez fait pour vous assurer que chacune de ces rôles-là était intéressant à jouer? Comment vous avez fait pour s'assurer que la carte n'est pas plus intéressante que le sous, qui n'est pas plus intéressant que les flammes? C'était quoi vos critères? Mmh. Je suis pas sûr que la question même de l'équilibrage s'est posée. En fait, peut-être elle s'est posée plus dans la façon dont on agence les mots. C'est-à-dire que, en fait, d'une certaine manière, le lore du jeu, il se déploie dans les mots. C'est-à-dire que c'est comme ça que nous, on infuse l'univers plutôt que de faire des descriptions de peuples ou de lieux ou de faire, des descriptions, ou de faire même des nouvelles, où on mettrait en scène l'univers. On met tout dans les mots, en fait, et les mots ont une importance parce que, sur, le choix des mots qu'on va mettre sur un rôle en particulier, forcément on l'oriente et vont orienter les joueuses sur ce qu'elles vont pouvoir créer. Donc il y a un équilibrage, mais qui est pas un équilibrage numérique. On pourrait parler des jetons où là, il y a un équilibrage numérique à faire parce qu'il y a des probabilités, mais sur les feuilles de personnages, on pourrait parler d'une sorte d'équilibrage narratif. C'est-à-dire que il faut faire en sorte que quand on met des mots, qu'il y ait des potentialités les plus égales possibles. Ce qui est impossible en vrai, parce que c'est complètement subjectif, mais ce que Valentin a fait, c'est il a créé des catégories. En fait, les mots, ils vous sont présentés comme ça en blocs, mais en réalité, ils ont été divisés en catégories. Et donc, il y a un nombre égal de mots par catégorie. Donc, je sais plus, il y avait quoi, faut pas le dire. Si, Il faut pas le mais dire. balance pas tout, On parle balance de pas tout. game design. On parle de game design, mais balance pas un petit secret. J'aime la méthodologie, faut le savoir. Je suis très Hmm. méthodique. Ça, c'est sûr. Parce que si tu veux, moi aussi j'ai des Moi aussi. tonnes de tableaux avec des tableaux Excel avec des tas de mots qui sont rangés dans plusieurs sens. Je me dis, tiens, ça va être les adjectifs, ça va être les noms, ça va être les adjectifs par couleur, ça c'est les noms par truc, parce que on sait jamais. Donc ouais, C'est je comprends. exactement ça et on a passé beaucoup de temps, sur ces tableaux Excel avec des mots, à repasser, chacun, sur ce qu'on a fait avant pour dire: «Attends, ça je pense que ce mot-là, il y a aussi un choix sur il y a la sémantique est super importante aussi parce que en fonction de du parfois sur la même concept, suivant le mot qu'on va choisir, ça peut vachement orienter et notamment on a eu des discussions sur le fait que c'était plus intéressant d'avoir des mots qui ont beaucoup d'homonymie plutôt que de mettre un mot qui est très, très précis et du coup qui va enfermer dans un sens. Enfin ouais, ça nous a amené à poser énormément de questions, même, sur l'équilibrage même des mots en eux-mêmes des fois ou donc ouais, c'est une forme on peut dire que c'est une forme d'équilibrage et mais après, je pense que ça se fait quand même assez naturellement dans la mesure où les accroches, contrairement à des jeux comme, Donjons& et Dragons où en fait, en fonction, des classes, on va avoir des outils différents pour pouvoir, se battre en l'occurrence en général ou pour faire des actions en tout cas. Alors que dans Pèlerine, ça ne change rien en fait. L'accroche, elle vaut toujours un jeton, clair,
2 accroches, c'est 2 jetons clairs, 3 voilà et il y a pas de il y a ça change rien. Donc on n'a pas d'équilibrage numérique à faire parce que, quel que soit ton accroche, quelle que soit ton origine, quel que soit ton pouvoir, ça vaut toujours la même chose numériquement. Mais l'équilibrage, c'est surtout de s'assurer que, il y ait suffisamment de matière pour chaque, rôle, pour que ça soit intéressant, de créer son personnage et que les joueurs et joueuses aient des inspirations. Parce que s'il y a un rôle où il y a plein de mots hyper, évocatifs, puis qu'il y a un autre rôle où en fait c'est soit des mots trop précis ou alors trop vagues au contraire ou qui se marient pas bien entre eux si on fait des mix, ben, ça c'est sûr que ça crée un déséquilibre et la personne en question va avoir plus de mal à jouer qu'une autre et évidemment c'est pas notre but, Parce que d'ailleurs, cette idée de mots, elle est arrivée à quel moment de la conception du jeu? ça vient d'Aori en fait, donc c'était déjà dans Aori à l'origine. Mais on l'a poussé quand même vachement plus loin. C'est-à-dire que dans Aori, je sais plus moi comment ça m'est venu, l'association des mots, mais si je crois que ça m'est venu j'ai fait un autre jeu avant qui s'appelle Saga Heroic et dans lequel j'avais fait un world building, où, pour créer l'univers ensemble, il y a des mots clés et en fait on va associer justement ces mots clés entre eux pour créer le concept de l'univers. Donc par exemple, il y avait, genre île volante plus tortue et ben, ça veut dire que l'univers, c'est des gens qui vivent sur des tortues, volantes, où il y a des villages et cetera, voilà et hop, on crée l'embryon de l'univers et après on crée des PNJ et cetera et ça marchait super bien et ça marche toujours super bien et j'étais très content de cette idée, que j'ai dû puiser quelque part, hein, ça vient jamais de nulle part, hein, donc j'ai dû voir ça quelque part et du coup, j'ai repris ça comme mécanique vraiment centrale de Aori pour pouvoir créer, improviser, l'histoire. Mais dans Aori, c'est seulement on associe les mots entre eux et on invente des scènes à partir de ces 2 mots. Donc c'est très, très minimaliste. Alors que du coup, dans Pèlerine, on a vraiment, on a été plus loin parce que comme il fallait effectivement, comme l'a dit Valentin, à partir du moment où on est à plusieurs, dans Aori, on est sur un jeu, qui est très, très jeu vidéo dans l'esprit. D'ailleurs, c'est beaucoup inspiré, je me suis pas mal inspiré de Journey, le jeu vidéo, dans lequel on est un personnage justement qui a pas de background, qui a pas de nom, et cetera. Dans Aori, le personnage s'appelle Nox et c'est tout ce qu'on sait. C'était voulu. Je voulais vraiment qu'on puisse commencer à jouer comme dans un jeu vidéo. Je l'ai vraiment pensé comme un jeu vidéo. On arrive comme dans Journey, hop, et la caméra se met sur le personnage et puis on a, l'objectif au loin qui est la montagne dans Journey et là qui est la lune éclipse et tu sélectionnes 2 mots et puis, tu crées ton pouvoir. Il y a quand même le pouvoir qui définit un peu le personnage et après on est parti et dans Pèlerine, on a poussé ça plus loin. On a gardé cette idée, on associe toujours des mots entre eux, mais du coup ça sert pour créer le personnage. Ça sert aussi pour créer le rôle, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que, pour aussi créer de la diversité dans les rôles et que ça soit pas juste justement comme on pourrait s'attendre, le guerrier, je sais pas moi, l'archer, et cetera, enfin des rôles très, très, d'identifier. Non seulement ils sont assez évocateurs parce qu'un souffle, une souffle, ça peut être un peu, beaucoup de choses, mais aussi parce qu'on veut lui associer un autre mot qu'on va puiser dans sa réserve de mots et donc, on n'est pas seulement un souffle ou une souffle, on est une souffle, je sais pas moi, scarabée par exemple, ou un souffle, je sais plus ce qu'il y a sur les feuilles, donc j'invente, mais un souffle braise ou un souffle je ne sais quoi et du coup, ça va créer un concept tout nouveau et chaque personnage du coup va être, assez différent, par déjà rien que par cette association-là et voilà et un autre, chose qu'on a poussé, dont on n'a pas encore parlé, c'est la question du langage. Heu pour aussi garder cette symbolique et pour pas que le jeu perde de sa poésie, déjà dans Aori, j'avais choisi le fait que quand on parle, avec des PNJ, en l'occurrence dans Aori puisqu'on a qu'une voyageuse, on ne peut pas s'exprimer avec des phrases normales comme nous on le fait dans notre monde, mais seulement avec des mots, ce qui reprend Mmh. aussi le concept de base et on associe des mots entre eux. Alors dans Aori, c'est dans les tableaux, on a le droit que aux mots qui sont dans les tableaux et dans Pèlerine, on a élargi ça avec, des règles un peu plus ouvertes, mais Mmh. quand même assez strictes, qui régit, l'utilisation du langage et qui permettent de pas arriver, devant un PNJ et de lui dire: «Hey salut, comment ça va? Et toi, comment ça va? Ah bah dis donc, j'ai fait ça hier soir, c'était vachement bien».
Et ça casse tout de suite toute la poésie qu'on met en place parce que justement dans ce jeu-là, on a souvent des descriptions qui sont assez, surréelles. On dit voilà, tu arrives devant une immense pyramide, qui est surplombée avec des sphinx, je sais pas et tu rencontres un peuple du désert, qui a une tête de loup et alors si tu commences à leur parler à ces créatures à tête de loup en leur disant, «What's up guys?» bah, ça casse tout le truc. Donc donc on a ce système de langage aussi qui fonctionne avec des mots et qui crée une poésie parce que Mmh. quand on va arriver devant les créatures à tête de loup, on va leur dire, objectif lune éclipse, voilà, pour expliquer, qu'est-ce qu'on fait là. On va dire, aider pèlerine, par exemple, pour demander de l'aide, et cetera et on peut créer comme ça des conversations qui peuvent être à la fois, beaucoup plus profondes qu'on ne le pense malgré Mmh. la rareté des mots et en plus qui gardent cette poésie et ce concept central des mots, quoi. Mmh. Parce que c'est quand même assez, c'est un pari qui est assez osé, parce qu'il faut c'est le genre de jeu où il faut absolument que tous les joueurs et joueuses autour de la table et la meneuse bien sûr, soient d'accord pour rentrer dans ce thème-là, pour rentrer dans cette atmosphère. Parce que genre c'est pas quelque chose que tu ferais, autour des chips et avec de la bière par exemple. Donc c'est assez intéressant comme concept. Parce que limiter la parole, en fait, ça pourrait être très facile de casser un petit peu l'ambiance au final. En fait, c'est pas une limite de la parole. Je crois que c'est là où c'est vraiment une mécanique de jeu, en elle-même. On limite pas la parole, on la contraint. Encore une Hmm. fois, on pose un cadre. On la contraint parce qu'en fait, on essaie de dire c'est presque méta, c'est l'idée de dire que quand on parle, c'est important, qu'on Hmm. connaît pas tout le monde, enfin, qu'il y a des limites de langage, qu'il y a des limites de compréhension et du coup, quand tu dois parler à quelqu'un, bah, il faut que tu penses à ce que tu vas dire et on l'a vu en partie test, hein, il y a des moments où vraiment les joueurs, les joueuses, ils prennent en place la description, tu vois? Ils parlent de leur personnage à la 3e personne, ou ils décrivent ce qu'ils font à la 1re personne et ils arrivent à très vite se l'approprier. Le langage, ça vient un peu en second temps. Si au premier chapitre, souvent, on sent que ça tâtonne, moi, j'ai le souvenir d'un playtest avec Gaël et 2 autres personnes où on s'est retrouvés dans le chapitre de la montagne, où en fait, le dialogue n'apparaissait, qu'à des moments hyper importants et il y avait une poésie qui s'installait et qui venait, créer vraiment, un instant un peu en suspension. Ouais, effectivement, oui, tu peut-être pas faire ça autour de chips et de bière. Effectivement, c'est peut-être pas le contexte le plus idéal. En même temps, c'est un jeu qui se joue assez facilement. C'est pas un jeu à campagne, c'est pas un jeu apéro non plus. Donc, en fait, c'est une ambiance. Faut se Hmm. poser. Tu vois, tu mets Bien une sûr. lumière, tu mets un son. C'est pas pour rien qu'on a travaillé tout doucement avec un musicien sur une bande son et que c'est quelque chose qui nous travaille depuis un moment. C'est Hmm. parce qu'en fait, l'ambiance elle est hyper importante pour nous. Il y a un vrai truc qui s'installe quand tu joues. Il y a entre déjà la poésie qui est écrite dans le livre, la poésie qui se met dans le jeu, la façon dont tu vas créer les personnages, la façon dont tu vas t'approprier les procédures qui sont mises en place. Tout est assez, j'ai pas envie de dire solennel parce que c'est pas le cas, mais il y a un objectif et du coup, t'y vas quoi. Et, euh, et c'est une contrainte, c'est pas une limite. Parce qu'il n'y a pas vraiment de limite en soi. Tu peux dire à peu près ce que tu veux. Et vraiment, moi j'ai vu des conversations très drôles avec des rôlistes qui avaient très envie de jouer avec ça finalement. Et eux, ils se l'ont plutôt approprié. Et quitte à se répéter 30 fois avant qu'il y ait une action qui se passe. Mais en fait, si tu veux vraiment euh, tu peux créer des situations, tu peux créer des contextes, tu peux créer des tonalités. C'est vraiment une mécanique à s'approprier. Je peux comprendre qu'elle soit un peu déroutante et un peu, comment dire, inhabituelle. Elle est Hmm. déroutante et inhabituelle. Je pense que je peux comprendre qu'elle puisse rebuter. Voilà, ça, vrai, c'est ça que je veux dire. Je peux comprendre qu'elle puisse être rebutée. Parce que moi-même, au début, je me suis dit, wow, comment on va faire en fait? Comment on peut proposer ça? Comment on va arriver à expliquer que c'est ça? Et au fur et à mesure, on l'a installé, au fur et à mesure, on l'a testé, au fur et à mesure, Hmm. on a... Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs tests, hein, on s'en rend pas compte, mais il y a eu plusieurs tests sur le langage, hein. Au début, euh, pour reprendre Aori, on avait limité le langage à 36 mots, qui étaient les 36 mots du langage d'Aori. Donc tu pouvais t'exprimer qu'avec les 36 mots sur ta fiche. Donc là, tu étais Mmh. vraiment limité, quoi. Là, on peut le dire. Et après, on est passé à 60 mots, puis on est passé à 36, plus 36, plus 36, plus 36, en fonction des chapitres. Enfin, on a fait plusieurs tests jusqu'à arriver au moment où on se dit, en fait,
Au début, on voulait contraindre pour créer pour continuer à créer ce cadre. C'était Mm. tout ça encore dans cette truc de on crée le cadre pour éviter que les joueurs et les joueuses s'éparpillent. Et finalement, on s'est aperçu que le cadre était déjà assez fort, finalement, avec les mots, les questions et tout ça. Et que le langage, de toute façon, était contraint par l'univers, pas par l'univers émergent. Et que l'imaginaire collectif à la table, lui-même, allait faire que les joueurs et les joueuses allaient sélectionner leurs mots. Et, ils vont pas parler de toboggan aquatique en plein milieu du désert. C'est bête, à moins que ce soit invité à, hein. Pourquoi pas. Mais c'est pas un mot qui va venir tout de suite dans le vocabulaire des joueurs et des joueuses quand ils vont explorer le désert, surtout qu'ils vont quelque part aller dans des endroits qu'ils ont décrits d'une certaine manière, puisqu'il y a une question qui est posée aux joueurs et aux joueuses avant. Et du coup, on va guider la narratrice et le maître du jeu pour répondre aussi aux attentes des joueurs et des joueuses. Et en fait, tout s'installe de lui-même et il y a une sorte de cercle vertueux. Et cette mécanique, elle fait partie de ces cercles vertueux. C'est là où c'est intéressant. Mais je comprends qu'elle rebute. Vraiment, là-dessus, ouais, ok, ça rebute, mais tester, vraiment tester. C'est Ouais. vraiment Ouais, le truc surtout où... toutes les parties que j'ai faites, au début, il y a toujours un ouh là, c'est vraiment genre ouh là, les règles, parce que je peux les citer, hein, les règles c'est 4 mots maximum et seulement des verbes à l'infinitif et des noms communs. Donc quand on n'a pas l'habitude, au début, c'est assez, et d'ailleurs, je suis tout au tout début, je suis souvent obligé de dire: «Ah non, attends, là, tu as utilisé un déterminant, ça marche pas». Je fais un peu la police au tout début Mm. et après, en fait, ça devient naturel, en fait, parce que, il y a finalement, on se rend compte, alors après, c'est presque de la philosophie du langage, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tout ce qu'on met en place dans des phrases, finalement, parfois ça se résume au contexte, au langage non Ouais, verbal et puis aux mots-clés qui sont les plus importants. Et c'est ce qui fait que, des fois, même si on comprend pas bien, en tout cas quand on est natif d'une langue, même si on n'a pas entendu toute la phrase, on a compris le sens Ouais. global, même si, il y a de la friture sur la ligne. C'est parce que, bah, globalement, on arrive à reconstituer le sens et là, c'est ce qui se passe, c'est que, on utilise trois quatre mots, on est obligé de les sélectionner, donc on va mettre l'essentiel dans ces mots-là, et puis tout ce qui est de la part d'incompréhension fait partie du jeu. C'est ce qu'on dit dans les règles, c'est-à-dire que, eh ben, enfin, dans le monde lui-même est une énigme de toute façon dans ce jeu, et donc quand on rencontre un PNJ ou même quand les PJ se parlent entre eux, parfois ils se comprennent pas et c'est normal, ça fait partie de la chose. En tout cas, ils ont compris quelque chose, mais c'est pas forcément ce que l'autre a voulu dire. Et parfois la discussion va aller plus loin et du coup, on va préciser les choses et parfois pas, et c'est pas grave en fait, chacun aura fait sa propre interprétation de ce que les autres ont dit, et alors finalement, c'est à l'image du jeu dans son ensemble en fait. C'est vraiment un jeu d'interprétation, de symbolique. C'est pas, étonnant d'ailleurs que c'est vraiment Aori est vraiment repris de La Clé des Nuages qui est ce jeu justement, qui est très, très, très symbolique, qui est encore plus minimaliste sur ce point-là, mais qui a cette idée que, donc c'est un jeu dans lequel, on joue un mage et puis une personne qui fait le MJ en quelque sorte, Mm. et au lieu de décrire, l'univers, va d'abord demander, comme dans Aori et Pèlerine, qu'est-ce que tu t'attends à voir? Qu'est-ce que tu penses voir? Et ensuite on décrit des choses symboliques, et à la fin du jeu, donc c'est un jeu relativement court, enfin ça Mm. dépend, il n'y a pas vraiment de durée limite de durée de données. À la fin, en fait, il y a un débrief dans lequel les joueurs et joueuses vont, débriefer ensemble de ce qu'ils ont interprété de ce qui s'est passé dans la fiction. Donc vraiment, ce cœur-là, on le retrouve à la fois dans Aori et Pèlerine, cette idée que tout ce qui se passe parfois est pas totalement compréhensible, Mm. et on peut éventuellement, alors pour le coup, moi je l'oblige pas, ni dans Aori ni dans Pèlerine, mais à la fin, si on veut, on peut discuter ensemble, de dire: «Toi, qu'est-ce que tu as compris de tel élément, de tel moment?» et cetera. Heu, donc le langage, est un élément enfin logique, on va dire cohérent par rapport à l'ensemble de la proposition du jeu, Mm. quoi. d'autant, je me permets de finir là-dessus, je suis désolé si je te coupe, je me finis là-dessus, mais il y a un truc qui est hyper intéressant qu'on a vu avec les playtests, c'est que c'est presque méta, mais au début, comme les joueurs et les joueuses sont assez perturbés par cette contrainte, ils ont du mal à se comprendre. Mais au fur et à mesure
qu'ils avancent ensemble, tu vois, vraiment et ils se comprennent vachement plus facilement et il y a un truc qui fait qu'ils communiquent plus facilement avec ces 3 4 mots. Ils y arrivent et ils se comprennent et ils se décrivent et en fait, c'est hyper marrant parce que c'est vraiment presque ce qui est installé dans le lore du jeu de ces personnes, de ces pèlerins, de ces pèlerines qui se rencontrent pour la première fois la veille, du voyage et qui doivent apprendre à se connaître pour réussir et en fait, c'est exactement un peu enfin, nous, c'est un peu le parallèle qu'on fait à chaque fois, c'est au début, c'est pareil, vous galérez mais au fur et à mesure, vraiment, on Mhm. a vu des parties où les joueurs et les joueuses, ils arrivent à un moment où ils s'échangent vraiment 3 mots et ils ont compris. Et ils commencent à décrire. Non, mais c'est vraiment, c'est hyper, c'est presque beau à voir cette espèce de synergie qui s'installe au fur et à mesure où, ah ok, comme j'ai mieux compris ton personnage parce que j'ai déjà fait un chapitre avec ou parce que j'ai déjà fait quelque chose avec lui et tout ça, comme je comprends mieux ce qu'il est et ce qu'il fait, bah, quand tu me dis quelque chose d'une intention, bah, je la comprends mieux et du coup je réponds mieux. Et il y a une vraie synergie qui s'installe au fur et à mesure du temps. Et du coup, je trouve ça, toi, les deux parallèles à la fois entre le jeu et l'expérience des joueurs que moi j'adore. Bref, je te Mhm. laisse la parole. Non, bah, ce genre de jeu, c'est le genre de jeu qui résonne beaucoup avec moi. Et puis, mon groupe de joueurs habituel, on est aussi très dans cette idée. Alors, juste une petite anecdote, c'est quand je jouais à Donjons Dragon, à un moment, je jouais avec un Kenku. Je sais pas si vous voyez, c'est quoi comme bestiole. En gros, c'est une espèce d'homme corbeau qui ont tenté de tromper leur dieu. Ils se sont fait avoir, et donc leur dieu leur a retiré les ailes, et en plus, il leur a retiré leur capacité à non seulement parler, mais ils ne peuvent pas apprendre, ils ne peuvent pas avoir de nouveaux concepts, ils ne peuvent pas créer de nouveaux concepts. Donc ça veut dire que j'avais un personnage qui ne pouvait pas vraiment parler, mais à chaque fois réutilisait des bruits de l'environnement, réutilisait des phrases qu'il avait déjà entendues, c'était que de la répétition. Et c'était ainsi je ne parlais quasiment, enfin je ne parlais pas, je parlais qu'avec répétition. Donc cette idée euh, bah, de, de contrainte et d'avoir cette synergie qui s'installe, c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec moi. Je pense que ça pourrait super bien marcher avec mon groupe. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez des moments mémorables à partager lors de vos playtests? Genre un moment super mémorable. Mmh. Moi, je vais raconter notre playtest à nous deux avec la montagne et les géants, mais je te laisse. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, Non, non, vas-y, je mais réfléchis pendant Ah, ça. tu réfléchis pendant ce temps-là, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. J'ai des idées, Euh, mais Du coup, bien vraiment, raconter pour surtout. Dur. t'en parler rapidement, on se retrouve au chapitre de la montagne. Et je vais passer très vite les premières parties du chapitre, mais les joueurs et les joueuses explorent, ils tombent sur des plantes étranges, et en fait, ils comprennent à un moment donné, ils comprennent pas tellement l'environnement, ils sont un peu perdus, et puis ils rencontrent un géant qui ramassent des plantes et en fait, bah là, ils n'arrivent pas à se comprendre, typiquement. Les gens parlent pas, ils s'en foutent, ils leur parlent pas, ils les ignorent un peu. Par contre, ils continuent de cultiver et en fait, ils commencent à limiter et le géant, en quelque sorte, tu vois, il fait une réaction, il se dit, ah bah, ils vont faire comme moi, du coup, je leur montre ce que je fais. Et plus ils vont, plus ils vont créer cette espèce d'imitation, plus le géant va être pédagogue, en quelque sorte, jusqu'à leur montrer un chemin vers le sommet. Et il passe une forme de flou nuageux où ils voient plus le sommet et comprennent même pas ce qui se passe. Ils sont à 90 degrés sur un pan de montagne. Et là, ils rencontrent une sorte de cité, village de géants avec un sommet complètement distordu où j'avais un peu expliqué ça comme imaginer une pierre de bismuth. Je sais pas si tu vois ce que c'est, cette espèce de pierre de métal avec des motifs géométriques très carré, rectangulaire, et d'expliquer que tout se mêlait un peu et que du coup ils ne savaient plus nécessairement où était le haut du bas. Bref, il y a tout un environnement qui s'installe et ils sont à nouveau perdus. Mais là, ils ont ces plantes qui leur permettent de marcher sur les murs, de respirer là où il n'y a plus vraiment d'air. Enfin, du coup, en imitant les géants, ils ont compris comment habiter. Et, euh, et le moment est vraiment magistral, et c'est là où je te dis on a vraiment des synergies. C'est l'un des joueurs qui, avec son personnage, qui dit bah écoutez, moi je vais essayer de demander le chemin à quelqu'un. Et au lieu de dire je vais parler avec quelqu'un, puisqu'il a compris que les géants ne parlaient pas, il dit aux deux autres je vais utiliser une de mes accroches en particulier. C'était un,
un bout de tissu qui était un peu magique, qui faisait de la musique en quelque sorte, voilà. Mmh. Qui était, transmis, d'ancêtre à ancêtre et en fait, il va, décider de chanter et d'essayer de faire comprendre, avec cette musique, sa nécessité et donc là, il y a un test qui se passe. Les deux autres, joueurs qui étaient et joueuses qui étaient là et ils se retrouvent à l'aider et à trouver des mots parfaits associés avec l'action. Donc on se retrouve vraiment dans un moment de synergie, presque sans dialogue. On est sans dialogue. Il a juste dit: «Je vais faire ça avec 3 mots». Les 2 autres joueuses ont dit: «OK». Ils se retrouvent à l'aider de manière hyper intelligente et hyper poétique et on est sur cette fameuse scène du pochon où tu mets tes jetons de difficulté, Mmh. dedans et on mélange, on tire une carte et ça se passe super bien. Il y a vraiment ce moment de grâce où, tu as les 3 personnages qui se mettent en quelque sorte à chanter, à raconter un peu leurs besoins, grâce à leurs, camarades qui, utilisent un de ces items et les gens qui les comprennent et qui vont les accompagner jusqu'au sommet et c'est vraiment la fin de Mmh. cette partie. C'est vraiment ce moment hyper gracieux, tu vois? Où, où il y avait pas besoin de faire plus finalement. Tu vois, on a eu toute Mmh. une partie d'exploration avant, on a eu des tentatives, tout ça. Mais ce moment juste d'une action singulière, d'une épreuve qu'ils ont réussi à amener presque au fin du chapitre. Et on termine où voilà, ils sont aidés par les géants qui les comprennent. Je synthétise beaucoup parce qu'une Mmh. partie est beaucoup plus longue. Mais ils se retrouvent au sommet, juste devant le vide spatial, entre le vide spatial qui les sépare avec la Lune, face à un ancien feu de camp laissé par leurs prédécesseurs. Et ils se disent: «Waouh, qu'est-ce qu'on vient de vivre?» et la partie enfin, là, tu as la fin de chapitre, quoi et vraiment ce moment-là, il était mais je sais pas, Gaël était dans les testeurs, du coup. Il était vraiment Mmh mh. magique, quoi. La façon de décrire, c'est vrai que c'est le côté poésie que vous disiez un peu plus tôt qui a l'air d'être assez facile ou en tout cas le système a l'air d'être assez propice à imposer ces moments ouais, de poésie un petit peu. Mais du coup, et toi, Gaël, c'est quoi ce moment mémorable? Est-ce que tu as réussi à en trouver un? J'en ai plein qui me viennent en tête, mais je suis très, très nul pour raconter des morceaux de partie, parce que c'est justement, en plus, je trouve que Pèlerine, c'est un jeu vraiment, justement, qui est plein de poésie et cetera et à chaque fois que j'essaye d'en parler, c'est un peu comme d'expliquer, ce qu'on a aimé dans une musique, quoi, c'est très compliqué. Mais, je pense en particulier, à une scène où, les pèlerines sont perdues dans une sorte de labyrinthe, dont les murs sont une tempête, continuelle et il tombe sur un griffon, vraiment gigantesque et pour pouvoir passer ce griffon, au début, ils en ont peur et donc ils vont, déployer un petit peu des pouvoirs, notamment un personnage qui a des pouvoirs végétaux et qui va enserrer, le griffon dans des ronces, parce que je crois qu'il y avait un de ces mots, c'était ronce et donc voilà, ils utilisent comme ça plusieurs de leurs pouvoirs et ils passent derrière le griffon et moi, dans mon événement, donc dans ce qu'on n'a pas dit, c'est que aussi du côté, MJ, quand on a un événement, on a des questions et en fait, on peut utiliser les mots du chapitre en cours. En l'occurrence, là, je crois que c'était le désert et pour pouvoir, répondre aux questions. Donc en gros, là, je prends des mots qui me semblent intéressants et je vais m'inspirer de ces mots-là et j'avais quelque chose comme, boucle temps, un truc comme ça. Je me dis: «Waouh, ça pourrait être trop, trop bien», et je leur explique que, au bout d'un moment, ils continuent dans le labyrinthe et ils se rendent compte qu'ils sont rendus, exactement au même endroit, avec une espèce de structure en ronce qui est restée et le griffon a disparu et en fait, là, ils comprennent petit à petit que en fait, ils ont probablement pas agi comme il fallait pour pouvoir passer cette épreuve-là et ils vont refaire toute une série de pouvoirs et quand le griffon apparaît, au lieu d'essayer de l'éviter, de le combattre, et cetera, ils vont au contraire, l'apprivoiser en fait. Ils vont grimper dessus, ils vont montrer qu'ils sont pas, hostiles et en fait, le griffon va devenir leur compagnon de route pendant, au moins jusqu'à la fin du désert, et c'était un beau moment et c'est très dur de le raconter parce que tous les pouvoirs qu'ils ont mis en place, la façon dont là aussi avec très peu de mots parce que du coup, ils se sont un peu coordonnés,
mais et encore, je n'ai pas le souvenir qu'il soit tant coordonné que ça en tant que joueuse. Mais très peu de mots à la fois, méta et même dans la narration, mais une cohésion d'équipe, pour, comprendre ce qui se passe et ce qu'il faut faire qui était vraiment belle, quoi. C'est, ça a l'air vraiment joli, en fait, la façon dont, le potentiel poétique du jeu a l'air vraiment assez élevé. Mais Mmh. du coup, pour concevoir ça, c'était quoi le plus compliqué à faire? Parce que, je veux dire, les, autant trouver les bonnes probabilités, c'est ce que les jeunes designers font le plus souvent, essayer de trouver les bons dés à lancer. Mais là, pour Pèlerine, ça a été quoi la partie la plus compliquée à mettre en place? C'est le système de résolution des épreuves. C'est vrai qu'on le dit pas parce que les jetons, maintenant, dès qu'on les a installés et qu'ils sont bien installés, bah, ils fonctionnent relativement bien parce qu'en plus, bah, du coup, on peut en faire des probabilités. Mhm. Mais c'est peut-être la 5, comment on appelle ça? La 5.5? C'est la V5.5, les jetons? C'était quoi la C'est vrai qu'il y première avait pas de version? jetons à la base, hein. Ouais. Heu il y a C'était eu quoi la première version? il y a eu des Je sais il y dés. a eu des dés? Il y a Ouais, eu il y a eu des pas dés à un mal de moment. dés. Ouais, 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 et moi moi ça me je sens, enfin, à un moment donné, j'ai dit: «Bon, les dés ça on n'a pas trouvé mieux», quoi. C'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait une forme, pas forcément d'échec, mais on voulait qu'il y ait, une forme bah, que des problèmes se posent et que ce soit pas juste un chemin, qui n'a aucune embûche, Mhm. et du coup, on cherchait, contrairement à Aori justement, où il y a pas de système de résolution parce que, dans Aori, c'est très jeu vidéo. C'est-à-dire on a le désert, par exemple, Mhm. on a l'épreuve, enfin non, pardon, l'exploration. Donc l'exploration, c'est la phase où on explore, on cherche un pouvoir, donc on récupère le pouvoir qui s'appelle le glyphe. Une fois qu'on a le glyphe, on passe à la scène suivante du désert qui est, l'épreuve. Donc l'épreuve du désert, ça s'appelle le mur, et donc on doit passer le mur en utilisant, en combinant entre eux, 2 de ces glyphes. Donc Mhm. en général, quand on commence la partie, on a un glyphe de départ, et à chaque chapitre, chaque exploration, on récupère, donc c'est très, très, c'est jeux vidéo, quoi, c'est presque du Zelda. Très On formaté. récupère, voilà, on récupère tel objet qui nous permet de débloquer la suite, même si là c'est narratif, donc on a quand même une liberté pour imaginer comment, on passe ce mur et comment on, voilà. Mais du coup, dans Pèlerine, on avait envie, que ça soit, oui, qu'il y ait des difficultés, que ça soit compliqué, et en même temps, on voulait pas que ça soit, on voulait pas que ça soit de l'échec. C'est-à-dire, ça nous intéressait pas de nous dire, voilà, ton personnage perd 3 points de vie, ou Ouais. il est blessé, et cetera. Ça nous semblait pas du tout aller dans l'ambiance du jeu, et donc on a beaucoup tâtonné pour trouver ce qu'on voulait. Et c'est là où on a un peu réfléchi à cette histoire de corruption, de corrompre les accroches, qui fait que du coup on corrompt une partie du personnage, donc c'est des formes de blessures, qui peuvent être à la fois psychologiques ou physiques, dans le sens où, s'il y a un pouvoir qui est altéré, ça peut avoir une conséquence physique, mais c'est plus dans l'idée du jeu, c'est-à-dire c'est plus poétique, plus symbolique, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à mettre ça en place. Ouais, il a fallu du temps, et c'est, en jouant à un jeu de plateau qui s'appelle, dont j'oublie tout le temps le nom, je crois que c'est C'est Clank, hein? Blanc? Ouais, moi, c'est Non, quand je c'est le c'est dis. c'est Galrapagos, je crois, le nom du jeu. Je suis Ah pas oui, sûr et que ce soit. c'est nos 2 trucs là, c'est moi c'est Clank donc de l'idée Ah oui, voilà, bah, donc oui, il y a deux influences. Donc je crois que c'est ça, le jeu Galarapagos, c'est ça? Ouais, bon, c'est un jeu de survie. OK. Je suis désolé si je me trompe du nom du jeu. Mais c'est un jeu dans lequel, on essaie de survivre sur une île déserte. C'est un jeu collaboratif, et on a justement un pochon, et en fait, quand on va pêcher, quand on va, puiser certaines ressources, eh bien, du bois, du poisson, et cetera, on va piocher, un certain nombre de jetons dans le pochon, et ça nous donne le nombre de trucs, et j'ai trouvé ça trop, trop intéressant, comme mécanique, et puis je me suis dit: «Tiens, on pourrait utiliser ça». Et toi, c'était quoi? C'était Clank, Valentin? Je me souviens pas de ça. Ouais, c'est Clank, c'est un jeu de base. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est du deck building avec de l'exploration de donjons et Mmh. en fait, la mécanique de dégâts, en quelque sorte, c'est quand tu vas faire du bruit dans le donjon, tu vas mettre des petits, jetons de ta couleur de ton personnage dans une zone et quand il y a une attaque du dragon, tu mets les jetons dans un pochon, tu mélanges et tu vas tirer
X jetons, et en fonction de la couleur, bah, tu prends un dégât si c'est la tienne, quoi. Donc plus tu fais de bruit, plus tu as de chances de prendre des dégâts. Et, Ouais, j'avais joué à ce jeu d'ailleurs. C'est vrai que où tu dois essayer de descendre le plus profondément possible dans le donjon, c'est ça? Et du coup, Alors il faut pas, le but c'est pas nécessairement de descendre, le but c'est de descendre assez rapidement pour choper des objets de valeur, puis remonter rapidement avant c'est les ça, autres. c'est ça. Là, c'est un jeu un peu tordu, hein, parce qu'il y a plein de techniques qui existent. Moi je l'ai beaucoup pensé avec un de mes frères et, euh, et d'autres personnes, mais c'est vraiment un jeu où nous on aime des techniques précises. On appelle le rush B comme dans Counter-Strike. En fait, c'est le rush banane. Il faut aller chercher la banane à 15 points, remonter avec un certain nombre d'items et sortir très très vite à un moment donné. Donc, tu prends certaines cases. En bref, il y a plein de techniques et c'est hyper intéressant. Ok. On pourrait parler de Clank, mais c'est génial. Mais ouais, mais pour continuer un peu, c'est vrai qu'on a eu plein de systèmes hyper étranges et on a eu même des systèmes hyper expérimentaux où, où en fait il y avait, je crois qu'il y a eu un système que j'aimais beaucoup mais qu'on n'a pas, et qui était beaucoup trop complexe, où en fait tu prenais tes accroches, ça te donnait XD, parce que XID pour X accroche, tu lançais ces D6, c'était des D6, et en fait donc tu avais X résultats, et en fait dans ces résultats tu avais des intentions en quelque sorte. En gros, en gros, ça disait plus ou moins, tu avais un mot, encore une fois, un mot évocateur qui disait si tu avais réussi ou non l'épreuve. Tu vois, ça pouvait être bloqué, je sais plus si c'était contraint, enfin bref. Et en gros, Mm. tu pouvais plus réussir ou pas réussir, mais en gros, tu avais une liste de mots, tu jetais des dés, plus t'en jetais, plus tu avais de choix dans les mots, il fallait que tu choisisses le mot Ah, qui te permettait de donner une tonalité. C'était les tonalités, ça donnait des Ouais. tonalités à la réussite. Et tu pourras des tonalités négatives, parce que du coup, ça pouvait être, je crois qu'il y avait sacrifice, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait des choses En assez fait, denses. il y avait des mots différents en fonction du chapitre. Ce qui fait que C'est plus on ça. avançait, et notamment dans les abîmes, qui est la partie la plus sombre, il y avait des trucs genre mort ou blessé, des trucs comme ça. Alors que dans le désert, c'était des trucs genre entravé, emprisonné, des trucs comme ça. Ouais, c'était cool, mais je sais plus pourquoi, mais ça marchait pas très bien. Non, c'était Euh, complexe. C'était complexe à mettre en jeu. Ouais. Qu'est-ce qu'on décrit en plus? Ouais, voilà. En fait, Mais c'était oui, oui, ajouter on un a. système, c'était rajouter de l'évocation dans de l'évocation. En fait, c'était, ouais. tu faisais une action et en fait, t'avais pas vraiment de réussite ni d'échec. Tu avais un mot qui donnait une tonalité et du coup, tu étais à la fois au maître du joueur, enfin, à la narratrice de broder une situation à partir de la tonalité. Et en fait, C'est pire que ça ça, parce que crée. je crois que c'était la joueuse qui devait, décrire. Je me souviens, enfin, comme je me souviens d'un playtest où c'est les joueuses qui devaient décrire leur réussite ou leur échec avec le mot, et j'ai vu des joueuses qui étaient là en mode, Qu'est-ce je que suis je bloqué fais? quoi. Tu sais, écran bleu, le truc qu'on redoute tous quand on fait des playtests, mais là c'est arrivé, c'était vraiment écran bleu, et ouais, on a vu que ça fonctionnait pas malheureusement, mais Elle était l'idée belle, je était le pense que concept c'était. était bien quoi. Ouais, c'est pas bête comme idée, mais parce que c'est vrai, Recycler peut-être dans autre chose, hein. ouais. On verra. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce côté. Bah, j'aime beaucoup le fait que euh, quand tu fais un test, enfin quand tu jettes des dés, avant, le dé va pas te donner juste si tu réussis ou pas, mais te va te donner plutôt un. Bah, c'est comme font comme comme les PBTA où tu as soit tu as une réussite totale, réussite avec conséquence ou conséquence. Non, ça c'est Fortune Dark. Enfin bref, j'aime bien ce côté où tu as t'as plusieurs lectures en fait, et que le but d'un geste c'est d'avoir une certaine lecture, d'interprétation de ton dé. Quelque chose qui n'est pas juste binaire. Oh, mais on est passé par là, hein. Ouais Je crois aussi. il y avait un système, je dis V5.5, mais je suis sûr que il y a tellement de V.5, V.2.4. Je crois il y a eu un système, non mais il y a eu un système où tu lançais des dés pareil, tu lançais XD pour X accroche, tu devais en associer deux, ouais c'est ça, tu devais en associer deux en fonction du résultat des deux, c'était plus ou moins réussi, et c'était genre échec avec conséquence, échec avec Eh ouais, oui. ça, échec avec conséquences néfastes, échec avec conséquences positives, échec, réussite, tu vois, des trucs comme ça. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait et pourquoi? En fait, c'était intéressant, mais on s'est dit, mais on crée de la complexité là où il y avait, enfin, c'était pas la complexité qui allait dans, tu vois, c'était comme si on faisait, enfin, je sais pas, on était sur une espèce de, il y a un environnement de jeu et on essayait de trouver un système qui fonctionne à cet environnement de jeu. Et à chaque fois, toutes nos tentatives avec des dés, et je pense qu'il y a des très belles tentatives qu'on pourrait réutiliser, mais toutes nos tentatives Mmh. échouaient à correspondre à l'univers. Jusqu'au moment où on a eu Ouais. cette idée de poser ça dans un pochon
et de se dire, à un moment, tu jettes c'est un peu le truc un peu du destin, tu vois, tu pioches ton truc. En plus, c'est vraiment les joueurs qui, toi, t'es la narratrice qui met les jetons dans le pochon, genre, ouais, tu vas réussir ou tu vas pas réussir. Et après, tu balances le pochon à la personne qui va piocher, et c'est elle qui est vraiment maître de son destin, c'est elle Mm. qui fouille et tout ça. C'est pas juste un dé, tu fais le geste, quoi. Et d'ailleurs, on a fait un playtest où on n'avait pas de pochon, et c'était avec des cartes en ligne. Mm. Et l'idée, c'était, en gros, il y avait des cartes noires et des cartes rouges. Tu vois, pour symboliser, c'était à peu près les mêmes choses. Mm. Et en fait, on mélangeait les cartes et ça, et on piochait une carte. Et c'est le moment de le retourner. Ça, c'était hyper intense. Vraiment, le moment où on Mmh. disait, c'est bon, t'as ta carte, ouais, tout est mélangé, attends, je vais la retourner. Et il y avait vraiment ce moment, genre, quelle couleur est la carte? Et en fait, c'est pareil avec les jetons, parce que tu mets le jeton dans ta main. Et jusqu'à ce que tu n'as pas ouvert, c'est comme le chat de Schrödinger, tu sais pas Mm. de quelle couleur est le jeton. Et vraiment, il y a un C'est truc qui s'installe et c'est vraiment trop bien. C'est d'autant plus intéressant que pourtant il y a pas d'échec. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, l'action en cours qu'on va faire et moi j'avais peur au début que ça casse un peu le côté justement qu'on aime bien en tant que rôliste, on lance le dé et on a cette appréhension de savoir ce qui va tomber et on avait peur au début qu'avec, le fait qu'il y ait pas que ça soit une réussite automatique, mais en fait il y a tellement on a tellement beaucoup plus à perdre parce qu'en fait ça atteint notre personnage, quoi. C'est comme ça atteint l'intégrité de notre personnage et c'est pas juste ton épée est brisée, on a combien on a d'accroches? On a 6 7 accroches, Donc, d 5 voilà, 5 accroches et c'est tout ce qui construit la feuille de personnage, il y a 5 accroches, la réserve de mots et c'est tout. Donc en fait, quand on corrompt une accroche et qu'après potentiellement on la perd, ça et ça je l'ai vu parce que c'est arrivé sur des parties, waouh, ça c'est alors après on peut en regagner, dans les chapitres suivants parce que à chaque fin de chapitre, on va créer une nouvelle accroche mais ça fait mal, quoi. Ça fait mal quand on perd une accroche ou même quand on la corrompt parce que, là, pour le coup, ça fonctionne bien, c'est la joueuse qui va décrire la façon dont son accroche est corrompue et là, on a eu des descriptions qui étaient vraiment belles, quoi, parce que, expliquer comment ton origine, par exemple, l'endroit d'où tu viens est corrompu, ça peut être extrêmement touchant parce que, surtout que ça a été décrit avant, pendant la création de personnages ou pendant ou quand éventuellement l'origine a été utilisée pour des épreuves. Et là, d'un coup, décrire comment en fait le lieu d'où je viens, donc qui a une importance évidemment souvent très importante pour les personnages, d'un coup devient quelque chose de blessé, quelque chose de cassé pour le personnage. Ça rend des choses assez chouettes, quoi. Ah, je peux imaginer, ouais. Mais parce que pour repartir sur l'idée d'univers, parce que c'est parce que ça, vous évoquez beaucoup des côtés évocation, des côtés très abstraits, hein, mais vous auriez des univers, vraiment que ce soit des univers, quel que soit le média, qui vous auraient inspiré pour créer l'univers de Pèlerin? euh, je sais pas si vous m'entendez. J'étais en Ah train de non. réfléchir. Mais en fait, c'est tellement plein de choses à la fois que c'est difficile d'en citer un ou deux. Non, c'est vrai, c'est un peu. Quand on était beaucoup dans l'échange avec elle de plein de références, et c'est à la fois des références cinématographiques, du récit, euh, de la littérature, de la poésie, ça peut être de la musique, beaucoup de musique. Mmh. Donc c'est difficile d'en citer une. Je sais qu'il y a une référence qui vient souvent et qu'en tant que francophone on connaît, que beaucoup de connaissent, surtout qu'il y a un jeu de rôle qui a été fait récemment. C'est L'Art du Contrevent. Ah! J'en aurais tellement parié ça en lisant le bouquin, je me suis dit: ça, ça Ouais, c'est et marrant pourtant ça». je crois que moi j'ai lu les 15 premières pages. Ah ouais? Moi je l'ai pas lu. Moi je l'ai pas lu. Voilà. Et J'en ai que entendu parler, donc je vois à peu Sérieux? près, quel genre d'univers c'est, mais Ouais, ouais, non, c'est assez rigolo, ouais, comment, ouais. Ah non, parce que comment j'aurais on nous le parié, cite hein. souvent, ouais. Parce que Ouais, on nous le cite c'est. souvent. Et moi, il faut que je le lise, hein, vraiment, Ah je ouais? l'ai, je l'ai, je l'ai, il est sur ma bibliothèque, il attend, il est vraiment, il est là. En plus, j'ai une très belle édition, donc j'ai vraiment très envie de la feuilleter. Mais Mhm. chaque fois, j'y vais pas pour X raisons, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à lire, que je passe ma journée à lire peut-être aussi. Mais
Mais ouais, c'est une référence qui est commune et en plus c'est une des références qui était qu'on a à chaque fois qu'on nous répète et qui était hyper forte quand on a contacté notre premier illustrateur Gabriel Amalric, puisque lui il a illustré dans une bande dessinée lors du Contrevent. Ok. Donc il y avait vraiment c'est vraiment c'est vrai qu'on n'en parle jamais vraiment. En plus c'est pas connu donc du côté dès qu'on passe un peu la frontière Ouais, c'est ouais, moins connu. Et pourtant, c'est une œuvre assez forte, hein, mais c'est moins connu en passant la frontière. Mais c'est vrai que c'est une œuvre qui nous a accompagnés pendant très longtemps, un peu moins sur la fin du jeu. Je pense que il y a eu un moment où le jeu s'est un peu créé sa propre identité. ouais. Et en fait, les références se mélangeaient toutes d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu la Horde du Contrevent, c'est ce truc d'un objectif quelque part, d'un Ouais. groupe. Enfin, tout est lié. Mais je pense que c'est pareil. Je pense qu'on. Qu'est-ce qui avait dit ça je pense qu'on a pioché. Je me mets pas à la hauteur de Damasio, hein, clairement, parce que c'est quand même quelqu'un en tant qu'auteur, c'est quand même quelque Il chose, hein. écrit pas mal, on va dire. Voilà. Mais je pense que quand il a écrit L'Art du Contrevent, c'est quelqu'un qui aime la philo, moi aussi. Quand c'est quelqu'un qui a été chercher des références au même endroit que nous on a été les chercher. Je pense qu'on a des références communes. Je pense que si on regarderait deux, trois éléments, on dirait ah ouais, ça t'as kiffé, mais oui, moi aussi. Et d'ailleurs, c'est assez étrange parce que je pense qu'on a pas du tout les mêmes âges. Mais, euh, mais je pense qu'on a des références communes et peut-être on a des envies d'exploration communes, en tout cas sur ce genre de récit. Et pour avoir lu d'autres textes de Damasio, je sais que ces questions du récit et des archétypes du récit, euh, et de ces transformations, tu vois. Typiquement, je crois que le souffle est pas mal cité dans l'ordre du Contrevent et c'est le nom Ouais, d'un rôle chez nous. Tu vois, ouais, c'est ouais, tout ouais. bête, mais il y a des accointances qui existent alors que vraiment, moi, je te dis, moi j'ai lu 15 pages, Gaël l'a pas lu. Mais en fait, son fantôme est là, quoi qu'il arrive. Mmh. Ouais, ouais, De vas-y, elle. Ouais, de mon côté, bah, sur Aori, j'en ai déjà pas mal parlé. Il y a Journey qui était vraiment la référence, donc ce jeu vidéo, qui est parce que globalement à la base quand j'ai commencé à travailler sur Aori, j'ai trouvé des photos, des photographies libres de droit en noir et blanc. J'ai commencé à bricoler des photomontages et ça donnait souvent des histoires de désert et de montagne avec la lune, et puis j'ai commencé à mélanger ça avec une éclipse et quand je me suis dit: «Qu'est-ce que ça pourrait être le jeu?» parce qu'à la base j'en avais aucune idée, j'ai vraiment commencé par le visuel et je me suis dit, «Ah ça me fait vachement penser à Journey», qu'est-ce que ça donnerait de Journée si en fait, au lieu qu'il fasse jour, en fait, il y a une éclipse en permanence? Et c'est vraiment, donc ça a vraiment été l'inspiration principale. Après en l'autre inspiration, ça a été, pas mal dans la musique, notamment, chez Pink Floyd, évidemment, le Dark Side of the Moon, que j'ai beaucoup écouté en écrivant Aori, mais aussi, tout ce qui baigne autour du rock progressif et du métal progressif et ces espèces de visions parfois un peu, fantasy ou science-fictionnesque, conceptuel. C'est-à-dire c'est cette idée d'approcher la science-fiction et la fantasy, mais pas par le biais de la pop culture, mais par le biais justement de la philosophie ou de la représentation symbolique et du coup on retrouve beaucoup de cette histoire un petit peu dans les pochettes d'albums, et dans les paroles aussi des chansons de ce genre d'ambiance-là. Hmm. Et puis, un peu plus quand j'ai commencé à travailler sur les autres parce qu'au début, si j'avais vraiment le premier chapitre du désert. C'est vrai que le désert a été quand même très très fondateur pour Aori et même pour Pèlerin, je pense. Mais, après, plus on s'enfonce dans l'univers et plus on arrive, notamment dans la montagne et les abîmes et là, on peut aller chercher du côté d'inspiration qui sont plus de l'ordre peut-être de l'horrifique ou en Hmm. tout cas je sais que j'ai pas beaucoup joué à des jeux, des Souls-like, mais l'imaginaire des Souls-like, que ce soit Dark Souls, Hmm. Elden Ring et que ça, j'y ai quasiment pas joué, mais j'ai vu des images, j'ai vu des trailers, j'ai vu des gens y jouer et c'est vraiment un imaginaire qui m'a beaucoup, marqué en fait, Hmm. visuellement et donc il y a aussi beaucoup de ça dans Pèlerin aussi voilà, quand on choisit des mots et puis ce côté justement de ce que encore une fois, c'est ce que je sais, hein, parce que j'en ai pas joué
plus que ça, mais j'ai joué notamment à des jeux de rôle qui s'inspiraient des Souls-like, donc je pense que ça vient aussi de là. Cette idée que, l'univers il est justement pas décrit, mais en fait on va avoir des morceaux de lore qui Mmh. sont, disséminés au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et ça aussi c'est un truc, qui est à mon avis qu'on peut vraiment retrouver et je le dis souvent, moi c'est pas ma came, mais je pense vraiment qu'on peut jouer, Pèlerine en mode, horrifique, Mmh. à divers degrés en fonction de ce qu'on a envie, que ce soit, en termes d'ambiance, en termes de gore, en termes de visuel, voilà. Mais c'est un jeu qui est symbolique et poétique et du coup qui se prête bien, je pense aussi à des formes d'horrifique parce que, il y a tout ce qu'il faut quoi et plus on va se plonger justement, dans il y a vraiment cette idée que et ça, c'était déjà un peu présent dans Journée, mais de façon assez, poétique et belle, Mmh. mais on va plonger de plus en plus dans l'abîme, justement, dans les profondeurs, si on applique ça à justement à des visuels plus horrifiques, ben, ça s'y prête, très, très bien et même moi qui ai tendance à être un MJ qui est plutôt, dans le contemplatif, dans l'exploration et etc. Quand on arrive sur la montagne et les abîmes, ça m'est arrivé de faire des parties où c'était très, très sombre quand même, peu Mmh. et beaucoup plus sombre que ce que moi-même j'aurais voulu parce que forcément à partir du moment où on commence à plonger les pèlerines dans des moments où en plus on perd, les pèlerines vont perdre leur accroche au fur et à mesure si elles, piochent trop de jetons sombres. Donc on a des personnages qui sont de plus en plus perdus, au sens, littéral et psychologique et donc ça peut vraiment mener à des choses très, très sombres en fonction du curseur qu'on va Mmh. mettre, avec les autres joueurs, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça pourrait enfin, déjà, j'imagine des parties qui soient plus en descente dans les abîmes, justement, tu parlais d'abîmes, mais j'imagine bien les personnages qui, sombrent au fur et à mesure qu'ils avancent, hein, commencent à perdre de plus en plus l'esprit. C'est vrai que ça pourrait être abordé de ce côté-là. Donc ouais. Heu, Bah, je vais nous amener doucement vers la fin, sauf si est-ce que vous aviez d'autres sujets à discuter? J'ai encore quelques autres questions à vous poser, mais est-ce que vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder? Non, non, bah, moi je te suis, hein, vraiment. Est-ce que, et toi, Gaël, est-ce que tu avais d'autres sujets que tu aurais aimé, évoquer? Il n'y a rien qui me vient là. Je voulais juste insister sur le fait qu'on parlait tout à l'heure de l'univers, sur cette, un peu séparation qu'on pourrait faire un peu arbitraire entre univers, prescrit et univers, émergent. Nous, ce qu'on a pu se rendre compte en faisant des tests du jeu, bah, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si, l'univers est émergent, en réalité, pour justement avoir fait beaucoup de parties de démo là ces dernières semaines pour représenter le jeu, bah, en fait, il y a quand même énormément de récurrences. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent parce que les mots qu'on a choisis, enfin tout le contexte du jeu fait que certes, l'aventure est différente à chaque fois, parce que, ça va pas être les mêmes ruines, ça va pas être les mêmes créatures, ça va pas être les mêmes, mais en même temps, on retrouve la même ambiance, on retrouve les mêmes réactions des joueurs et des joueuses, les mêmes, donc je pense que pour ceux qui pourraient avoir peur de se dire: «Ah, c'est un univers, qui est pas décrit et du coup, moi je préfère un univers qui est très, très dans le dur et où on découvre les secrets de l'univers. Enfin voilà, c'est pas aussi, binaire que ça. Il y a Mmh. beaucoup de jeux comme ça qui sont émergents où en fait, il y a tellement, si on veut l'univers il est j'allais dire encerclé. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'appelle ça des axiomes. C'est-à-dire en fait, on crée plein d'axiomes et au lieu de dire: «Voilà, l'univers c'est ça», on va en fait, utiliser tout ce qui concerne le game design. Donc que ça soit les éléments d'ambiance, la mécanique du jeu, avec les mots, avec le langage et cetera. Tout ça va concourir à créer en fait une forme d'univers. Hem Et tout comme en jeu vidéo, on a des jeux qui sont procéduraux, je sais pas, je pense à Diablo par exemple, Mmh. et ça n'empêche pas qu'il y a un univers Diablo, même au-delà du lore éventuel qu'il peut y avoir. Il y a un univers, c'est-à-dire il y a chaque salle qui est créée procéduralement, elle a une saveur. D'un coup, on se retrouve pas dans le monde des bisounours, au détour d'un couloir de Diablo. Il y a une direction artistique, il y a quelque chose qui ressort. Ouais. Et pour, Pèlerine, c'est la même chose. Chaque partie
partie est différente dans ce qu'elle raconte dans son histoire, comme la plupart des jeux de rôle, mais en fin de compte, il y a quand même un univers qui s'installe et j'ai pas je l'ai est-ce que je l'ai vu? Probablement, mais des joueuses et joueurs qui ont joué à des parties différentes de Pèlerine peuvent tout à fait communiquer entre elles sur ce qu'elles ont vécu et se comprendre. Dire: «Ah oui, moi à ce moment-là, j'ai tiré un jeton noir du pochon, je comprends ce que tu pu vivre» et même si la partie était différente, ou si tu décris ta partie, tu pourras dire: «Ah oui, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a fait», pas forcément précisément, mais dans l'esprit quoi, donc voilà. Ouais, je vois bien l'idée que tu dis. Mais c'est encore une fois l'idée d'avoir bah, plutôt que d'un univers, c'est vraiment une atmosphère, une ambiance ou des directions qui sont là, qui vont guider, bah, donner un cadre plutôt qu'un univers, un cadre. C'est euh, c'est c'est vraiment intéressant comme concept. Donc ouais, bah maintenant j'ai de plus en plus hâte que le Kickstarter soit terminé pour que je puisse récupérer ma copie. Mais d'ailleurs, c'est quoi la suite? C'est quoi le futur? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, hein? Tu veux dire le futur immédiat? Le futur, tout le Pour le futur. financement ou pour la maison? Pour pa enfin, Bah, je serais même plus intéressé pour dire le plutôt pour financement? bah, allons par le financement et Allez, commençons par le financement, yes. hem, je remets mes idées en place. Oui, pour le financement. Alors, oui, eh bien, on a jusqu'au 24 juin pour la campagne en cours. Elle est déjà réussie là, aujourd'hui on est à combien? À 140 et quelques pourcents là, on est à presque, ouais, ça. Heu, Hem, j'ai pas regardé depuis juste, quelques heures, donc on n'est pas loin du surprise, hein, mais oui, on y va tout heu, doucement. On a des pledges tous les jours, donc on y va doucement mais sur sûrement. 12 jours, C'est ça. 4012 sur 3000. Bien joué! Donc l'idée, c'est de continuer déjà jusqu'au 24 juin à essayer d'obtenir le plus de stretch goals possible. Mmh. Le prochain 5000, c'est Manlev qui nous rejoint. Et après il y a 7 500, je crois que c'est 2 rôles supplémentaires et à 11 000, il y a Gabriel qui revient et à 15 500, on a une super relure de ouf. Et après les autres, je suis pas sûr de les connaître par cœur. Si je pense que je peux tous les sortir en y réfléchissant un peu. Donc là déjà le futur immédiat, c'est d'essayer de convaincre le plus de gens de financer. Post-financement, on va passer dans un système de précommande. Mmh. C'est-à-dire que, surtout que maintenant j'ai l'impression que Kickstarter a mis en place son late pledge en interne. Donc on va pouvoir mettre du late pledge en interne, directement après le financement puisqu'il est réussi. Donc là ça va durer, comme là on est arrivé au fin juin, il y a les vacances qui vont arriver, donc c'est pas le moment où ça va être le plus actif pour tout le monde. On va pas avoir d'imprimeur, on va pas avoir de traducteur, on n'aura personne. Donc on va laisser, le financement courir jusqu'à fin septembre, peut-être mi-octobre. Mmh. Pendant ce temps-là, on écrit, on finit de tout écrire parce que le jeu est très, très avancé, mais il y a plein de choses qu'on a à peaufiner. Donc on va peaufiner, tous nos écrits et aller jusqu'au bout de ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc ça va être jusqu'à octobre. On peut espérer, si on va vite, pouvoir avoir, une traduction français-anglais dans le mois d'octobre et fin octobre, c'est ce que j'ai à peu près prévu, fin octobre avoir les premiers PDF si le travail est bien avancé. Ça peut aller vite à ce point-là. Je pense que c'est faisable. On va voir. OK. Hem Et après quand les PDF sont en place, après, bah, je travaille avec les imprimeurs et tout ça pour, février. OK, donc ça fait, genre début de l'année prochaine, tout est C'est ça, bon. normalement sur financement, moi j'ai prévu une livraison des physiques en février 2021. Hem, 2025. 2020 oui, ouh là, oui, oui, moi je suis 2021, 4 ans waouh! dans 4 ans en arrière, ouais. Waouh, d'un coup. Trop fort, trop fort. Trop fort. La Eh, boucle temporelle. non, ouais, donc pour février 2025, il y a tous les livrables qui sont mis, donc que ce soit, tous les, les livrets, le jeu, la jaquette noire sérigraphiée, tout sera fait.
pour février 2025 pour le financement. Et après Je me ça? dis alors, j'allais dire, je temporise quand même. Je veux voir, j'espère ne pas, on avait eu peut-être un peu de retard avec Roche, je crois qu'on avait réussi à avoir un mois de retard. Mais, en plus, c'était même pas nous qui étions en retard, c'était, la livraison de papier. Donc je temporise quand même en disant que même si, moi je suis à l'heure, Mmh. je suis pas aux épreuves, enfin, je peux pas dire la même chose de nos prestataires, avec qui on travaille. Donc normalement, j'aimerais que ce soit en février. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas, 6 mois après. Ça Ouais, c je ne non. Si on a un mois et demi de retard, ce sera sûrement, pour des bonnes raisons. C'est-à-dire, soit une livraison de papier, je crois qu'en plus pour Grok, la livraison de papier, c'était au moment où Evergreen s'était mis de travers dans le canal ah, de Suez, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Donc c'était vraiment les bateaux qui étaient bloqués, quoi, à ce moment-là. ça peut être Donc on une n'est bonne pas à raison, l'abri ouais. ouais, on n'est pas à l'abri de ça, on n'est pas à l'abri de il y avait, en plus, c'était un peu après post-Covid, donc il y avait, certains problèmes de racheminement d'encre ou de papier, enfin bref, il y avait plein de choses. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un souci, dans la chaîne de production, même si, comme c'est relativement local, puisque tout est fait, en France Mmh. et même, plutôt dans l'ouest de la France, hem, on n'est pas à l'abri de, 1 semaine, 2 semaines, tu vois? C'est bête, mais le traducteur, il est plus disponible, à telle date, mais il est disponible 2 semaines après. Bon, bah, je vais pas le presser, tu vois? Je vais lui dire: Ouais, «OK, ouais, ouais. Non, voilà». mais après ça se comprend. Mais non, mais bah, déjà d'ailleurs, je vous ai même pas félicité, mais félicitations pour avoir réussi à voir surtout que c'est en dessous de 72 heures, c'est ça vous avez réussi à avoir le Oui. financement en dessous de 72 heures? Ouais, ouais, c'est parce que j'ai pleuré un peu partout sur tous les réseaux. Je pense qu'il y a des gens qui ont pris pitié et qui m'ont aidé. Oh! Non, non, c'est J'ai fait l'obsessionnel pendant 2 jours à vouloir 100. Il y a des gens qui ont dit: «Bon, on va lui prendre son jeu là, il va nous lâcher après». yes. Non, on avait déjà presque plus de 90, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais effectivement, il y a eu un autre financement avant et on a eu plus de 90 personnes qui nous avaient déjà, soutenus et pour, presque 5 000 €. Donc, on était quand même confiants et voilà, c'était juste une question de temps, en fait, pour remplir l'objectif, quoi, mais Parce que d'ailleurs, c'est vrai, est-ce que vous voulez parler un petit peu du 1er financement, hein? Heu, ouais, toi, tu l'air de vouloir dire quelque chose, Gaël. bon, bah, il y a pas, énormément de choses à dire. On a tenté, enfin, je dis on n'a pas grand chose à dire, on a fait un live de 3 heures pour expliquer les changements. C'est le 1er et le deuxième. Mais c'est vrai que ça y est, c'est un peu passé, on est passé à autre chose. Mmh. Mais oui, non, on a fait Mmh. un premier financement où on a tenté des trucs, et il y a on a eu pas mal de retours et du coup, comme le financement n'aboutissait pas, sur la fin, enfin même quelques semaines, très vite, en fait, on a réfléchi à un plan B et on a réfléchi à ce deuxième financement qu'on a décidé d'enchaîner directement pour des questions de planning, justement pour pas, parce qu'on a envie de passer à d'autres choses après et que voilà, on peut pas éterniser puis on voulait battre le fer pendant qu'il est chaud, enfin bref et du coup, on est parti avec un objectif plus bas, on est parti avec un livre, un unique livre, alors qu'avant il y avait Aori et c'est vrai que le fait de financer 2 livres, que ça soit d'un point de vue financier et d'un point de vue aussi de la publicité, on va dire, enfin d'expliquer, de promouvoir plutôt le livre les 2 livres, c'était compliqué. Donc on est revenu à quelque chose de plus simple en gros quoi. Un seul livre, on peut choisir entre français et anglais, et puis, et on va quand même mettre, des règles solo et duo dans Pèlerine, donc ce sera pas tout à fait Aori, mais ce sera, une version solo et duo qu'on va vraiment adapter à Pèlerine, ce qui fait que finalement tout le monde va y gagner aussi, parce que même si je suis très content de ce que j'ai fait sur Aori, on a quand même bien bossé sur Pèlerine et il y a des avancées, des choses qu'on a mis en plus qui vont, je pense bénéficier à la version solo et duo, donc ce sera encore un jeu différent de Aori, mais on pourra y jouer en solo et en duo et voilà, donc on a repensé plein de choses et visiblement, c'était une bonne chose puisque là
on est presque à avoir récupéré le montant et les contributoristes qu'on avait, sur le précédent financement et on Mmh. pense, que, d'ici le 24 juin plus, les late pledge, on ira beaucoup plus loin que sur le 1er. Voilà, en substance, mais oui, on a fait, je crois que je sais plus il y a eu une rediff du coup, je suis pas sûr de ce live-là. On a fait un gros live, pour expliquer un petit peu les changements et les pourquoi du comment, donc je vais pas revenir, Mmh. en détail dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu des questionnements, ouais, économiques, marketing, des trucs, qui nous font pas très rêver à la base et sur lesquels on a dû justement réfléchir parce que, ben, on fait une offre quoi et il faut qu'on ait une demande qui réponde derrière et ça veut dire qu'on doit ajuster un certain nombre de choses, tout en gardant, la base de notre projet. C'est-à-dire, il y a plein de choses sur lesquelles on veut pas se compromettre, sur la qualité du livre, sur, la façon dont on traite, les personnes avec qui on travaille, et cetera. Donc il y a plein de choses sur lesquelles, on qui ont pas changé. Mais par contre, effectivement, on a revu un peu notre stratégie, surtout d'un point de vue de la production du livre, et sur, la façon de promouvoir, d'expliquer c'est quoi le projet, quoi. Voilà. OK. OK. Parce que, heu et après Pèlerine, après Ori, du coup, est-ce que vous avez déjà une idée en tête d'un nouveau projet ou, Probablement, hein, mais c'est quoi là? Du coup, c'est quoi? Dormir, par exemple, ça devrait être pas mal. Avoir une vie. Avoir une vie, voilà, voir des gens sortir, non, Oh là là, expire au hem, soleil. Déjà, faudrait qu'il y ait du soleil. déjà ouais On a et de pas la à part bière. chez nous, Mais à part chez moi. Est-ce que tu veux parler de tes projets, Gaël? ouais, après Pèlerine, alors je vais parler de 3 choses, mais peut-être que dans 3 mois ou dans 1 an, en fait, je serai parti sur autre chose. Mais là, les 2 projets sur lesquels je bosse le plus en ce moment, c'est un 1er qui s'appelle, La croissance des ailes, dans lequel on joue des adolescentes qui sont, ordinaires et extraordinaires et qui passent, du temps ensemble et qui s'entraident pour, résoudre leurs problèmes personnels. OK, Donc ça c'est en cours de playtest et le deuxième qui s'appelle Symbiosis, qui est un univers, solarpunk dans lequel on imagine un futur de l'humanité assez lointain dans lequel, les êtres humains vivent en harmonie avec leur environnement. Et donc à mi-chemin entre de la technologie et de l'organique. Donc faut imaginer une sorte de cyberpunk mais positif quoi, en quelque sorte, où il n'y a pas de corpo et cetera. Au contraire, c'est une humanité qui, vit, en autogestion, qui vit, voilà en harmonie et on va quand même jouer des déséquilibres dans cet univers donc et on va être chargé, avec nos personnages de comprendre, les déséquilibres et de rétablir, l'équilibre, dans cette harmonie et voilà, pour l'instant, j'ai aucune idée de quelle forme ça va prendre. On est ouais. purement dans le game design, dans le playtest et je sais pas encore enfin, j'ai des idées. Peut-être que la croissance des ailes, pourrait être un bon, candidat pour le ZinQuest peut-être de l'année, en début d'année prochaine peut-être, parce que du coup, le format zine pourrait peut-être s'y prêter. J'ai déjà réfléchi un peu à des idées de comment mettre, ça en illustration et pour Symbiosis, par contre, je n'ai aucune idée, on en est encore, au balbutiement, actuel et j'en ai parlé, un petit peu tout à l'heure, dans mes inspirations. Il y a les cordes sensibles, donc là, qui n'est pas mon propre jeu, qui est, donc le jeu de Frédéric Sintès qui, malheureusement nous a quittés il y a quelques années et avec, plusieurs de ses amis, on a décidé, de publier ces jeux, de façon posthume et donc le OK, premier er en date, c'est, Les cordes sensibles, dont j'ai fait la mise en page, donc la maquette et donc je pense aussi pas mal aider à promouvoir et publier, j'aimerais bien que ça enfin on va essayer de sortir ça pour septembre, et donc voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler, d'ici là. OK. Damn et ces projets-là, ça sera avec Maison Nébuleuse ou à part ou tu sais pas encore? Pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas du tout, on n'en a pas discuté pour le moment donc.
Ok, Non, ok, on n'en ok. a pas discuté, mais Gaël, connaît mon positionnement sur son positionnement au sein de la maison. Ok. C'est très nébuleux ce que tu dis. Je sais que vous savez que je sais. Voilà. Non, non, mais Non mais pour traduire, enfin moi en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble et on s'est vraiment trouvé d'un point de vue à la fois artistique et professionnel, si on peut dire. Donc moi, je prendrai un grand, grand plaisir à retravailler avec Valentin, quel que soit le projet. Et ce sera peut-être pas sur les projets que j'ai cités là, mais ce sera peut-être sur d'autres. Mais ça arrivera très probablement. Ouais. Et, complètement. et toi, et toi, Valentin, c'est quoi les projets futurs? Alors, on avait 2 projets en cours qui vont être sûrement mis de côté. Il y avait un jeu, aussi à DBT narratif qui était aussi pensé pour le Zine Quest d'ailleurs 2025. Ça me fait rire. Qui était, l'idée de raconter, c'était pas un jeu de ma propre conception, c'était quelqu'un d'autre, mais qui était l'idée de raconter, mais pour l'instant je dis rien parce que Ok, le jeu bien sûr. était enfin, je dis juste, je donne l'ambiance du jeu et puis je j'en dis pas beaucoup plus. Surtout qu'on va le mettre de côté, je vais expliquer pourquoi. Le jeu, c'était simple, c'était l'idée de proposer non pas vraiment un jeu, mais un jeu dans un jeu. C'est-à-dire une espèce de pause, où en fait le jeu serait une forme de NSR narratif où tu arrives avec ton imagine que tu joues à un Donjons& et Dragons et là ton maître de jeu dit: «Bah écoutez, aujourd'hui cette session-là, c'est une session de 4 heures mais sur un autre jeu». Mais on n'abandonne pas l'autre session pour autre chose, pour autant. Et l'idée, c'est que les personnages de l'autre jeu soient absorbés dans cet univers, que tu racontes une espèce de vie entière dans cet univers, vraiment, tu crées des souvenirs, des interactions, des événements dans un univers, et qu'ils décèdent et qu'ils reviennent du coup à leur jeu de base. Vraiment, on leur fait une mini-vie en... Voilà, l'idée c'était de les plonger dans une mini-vie comme ça, hyper Ok, intense, avec des mécaniques très très simples et très narratif, beaucoup de questions, des éléments qui s'imbriquent, enfin bref, c'est assez beau et on va le mettre de côté, je pense. Et l'autre jeu, c'était un jeu qui est, que je construis, enfin, c'est plus un espèce de jeu contexte qui est vachement inspiré par le travail de Andrew Kolb, je sais pas si vous avez vu, enfin, si tu connais sur Neverland ou Oz, et qui va pas mal inspiré sur sa capacité à mettre en place des environnements très denses et tout ça. Du coup, pour le coup, pas du tout émergent, mais vraiment très très dense. hmm, Euh, et en même temps, très avec beaucoup d'aides de jeu, beaucoup de tableaux aléatoires, enfin bref, vraiment de l'OSR, plus que du D&D. Et c'était un jeu complètement fou qu'on est en train d'écrire, qui fait déjà, je sais pas, peut-être 40 pages de contexte à droite à gauche, mais qui est mise de côté. Et aussi parce qu'en fait, on a discuté avec l'auteur avec qui je travaille, le co-auteur avec qui je travaille, qui est Maxence, du coup Lefebvre, qui fait, avec qui je fais du son aussi, et qui du coup était auteur sur ce jeu-là. Et en fait, je veux me tenter, ça fait 2 ans que je me questionne et tout ça, mais je pense que je vais me tenter le hack de Morkborg. Voilà, je pense que je vais ok, le faire avec Maison Nébuleuse. Et en fait, j'avais déjà un jeu que j'ai écrit, là je l'ai resynthétisé, ça me fait à peu près 18 pages de base dense de Hack de Morkborg. J'en ai déjà un peu parlé, c'est un Mad Max mais sans le désert, mais avec une décharge, et sans les voitures, mais avec des instruments de musique. Voilà. ok, Tout ça dans du bon Morkborg bien full arty, avec des gros gros trucs, voilà, ça va être très punk, ça va être marrant. ok, ok. Putain, il y a plein de Donc trucs. ça va sortir ça. Je pense que ça va exister. Parce que je veux me tenter le truc. Il y a Ouais, trop de choses Morkborg qui existent pour pas que je tente. d'apporter euh, la petite pierre à ouais, l'édifice. de proposer un truc. En plus, je suis très critique du coup de. J'ai été très critique. Enfin, je suis très critique de la profusion Hmm, finalement d'éléments Morkborg qui sortent à chaque fois. Je suis très critique aussi dans la créativité que peuvent avoir certains. Pour moi, c'est souvent les gens ils font que de l'imitation. Il y a beaucoup de jeux, moi je vois les financements, j'ai l'impression que c'est une blague. Et pour l'instant, ça fonctionne, pour autant, ça fonctionne très bien. Je veux dire, c'est des images qui sont générées très très vite. Il y a des textes, on dirait que c'est marqué Noia, mais franchement, les gars. Ah, attends, je crois qu'on a perdu Valentin? Ouais, je confirme. C'est l'IA qui a fait ça. Ouais. L'IA, c'est... Ouais, Ouais, Valentin, je crois que t'es là. Ouais, je suis là, vous m'avez ou pas? Maintenant, ouais, wesh. tu parles d'IA et comme par hasard, t'as été censuré. Euh, Waouh! moi, je dis... et t'écoutes, hein. Je veux pas dire, mais t'écoutes. Hmm.
Bon, je vois pas Gaël, mais je vois qu'il y a du monde. Donc si vous m'entendez, vous me voyez, tant mieux. Yes. Donc je disais, oui, On j'étais t'entend. excusez-moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, donc j'étais très critique et du coup, je veux quand même, toi, quitte à être très critique, à un moment, je me dis: «Il faut que je me teste la chose» et j'ai Ouais. envie de tester, de me pousser un peu et de dire: «OK, je mets les potards à fond» et puis, on tente un truc, avec, beaucoup de travail graphique, beaucoup de travail visuel et une proposition, très personnelle et très, musique et jeu de rôle, quoi. Ok. Ok, ok. Et ben, du coup, j'ai hâte de suivre ça, de voir ce que ça va donner. Donc, ouais, rock on, comme ils disent. Euh, Est-ce qu'on s'arrêterait pas sur ces beaux mots? Eh ben, si tu le souhaites, avec plaisir. Bien. En ce cas, je vais d'abord, je vais vous remercier. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir me parler pendant ces quelques heures. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir discuter de ça avec des vrais game designers. Encore une fois, c'est faux. Ouais, ouais, on fait genre qu'on Heu, sait ce qu'on fait, mais des fois, non, 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 mais enfin, je pense que ce qui nous permet aujourd'hui, je pense que c'est un vrai truc à dire, surtout aux gens qui voudraient se lancer. Ce qui nous permet aujourd'hui peut-être de proposer des objets, c'est à la fois aussi toute une curiosité qu'on nourrit quotidiennement, un penchant pour se questionner, et puis aussi de la collaboration. C'est-à-dire que on serait pas là où on serait aujourd'hui si on n'avait pas rencontré des gens, si on n'avait pas eu des discussions, si on n'avait pas, tu vois, c'est tout bête, mais être sur des forums à échanger, être dans des échanges. Enfin, bref, c'est pas, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est des choses qui sont faites dans le temps. Et si aujourd'hui on est capable de se poser des questions sur, tu vois, si on est capable de faire 15 versions d'un système de résolution d'épreuves pour un jeu, c'est pas parce qu'on est des génies, c'est parce qu'en fait on a tellement mangé de jeux et de systèmes qu'au bout d'un moment on peut jouer avec. Et c'est surtout ça qui est ça, ouais. intéressant, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas, Il y a une on n'est pas. époque où créer juste un système de jeu ou faire un playtest, c'était l'angoisse, quoi. Donc, enfin, et voilà, on commence tous quelque part, donc, et en même temps, quand on se penche un peu sur le truc, on se rend compte, on s'en fait surtout une grande, enfin, on a beaucoup d'angoisse, d'appréhension, en fin de compte, et quand on finit par comprendre, un petit peu les bases du truc, on se rend compte qu'il y a pas besoin de grand chose, en fin de compte, pour, démarrer la création d'un jeu, pour faire un playtest. Mais juste, il y a beaucoup de barrières à franchir parce qu'on s'en fait toute une montagne et parce que, ouais, il y a plein de choses qui bloquent, mais oui, effectivement, c'est beaucoup de taf, beaucoup de lecture, beaucoup d'échanges avec d'autres personnes qui créent ou qui y jouent tout simplement, comprendre, comment fonctionnent les dynamiques entre les joueurs et les joueuses, et ouais, c'est long, c'est parfois, difficile, mais je pense que c'est parce qu'on adore ça au final quand même qu'on s'accroche Tout et que simplement. voilà, voilà. Bah, c'est marrant parce que ça fait comment on appelle ça en français? Les bookends. Vous savez, quand vous avez un livre qui finit au même moment où ça a commencé. Parce que là, au début, on parlait de comment vous êtes rencontrés, de collab un petit peu entre vous deux. Et du coup, c'est vrai que là, on retombe encore sur le fait que même si leur jeu de rôle, genre la création de jeu de rôle, c'est vrai que c'est un passe-temps qui est un passe-temps, une occupation qui est assez solitaire un petit peu. Enfin, n'empêche que ouais, ça avance beaucoup mieux si t'es avec plusieurs à échanger. Donc ouais. Et ben, sur ces beaux mots, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir rejoint. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Ouais, Et carrément, merci pour l'invitation. Bah, ouais, avec... ouais, c'est toujours, hyper intéressant de même nous, on apprend des trucs, en fait, parce que, voilà, on doit revenir un petit peu sur la création du jeu, et on se dit: «Ah ouais, en fait, j'avais pas pensé à ça», ou, ça met des mots aussi sur des ressentis, donc, c'était super intéressant, et merci pour l'invitation, et puis, bah, du coup, ceux qui nous écoutent, je fais de l'auto-promo parce Vas-y, qu'on en a vas-y. besoin. Non, mais voilà, donc le financement est en cours. Non, mais voilà, T'as Ah ouais. raison, t'as raison, il t'as faut raison. il faut il faut faire le taf, je suis désolé, il faut faire le taf. Fais-le, Non, mais fais-le voilà, bien.
si on le rappelle pas, c'est voilà, faut y penser. Donc voilà, si vous avez apprécié, tout ce qu'on a raconté du jeu, que ça vous tente, le financement est actuellement sur Kickstarter et même si du coup le financement est un succès, en tout cas on a dépassé les 100, plus on va avoir de soutien et plus on va pouvoir faire un joli bouquin, plus on va pouvoir inviter d'autres illustratrices à travailler avec nous et à faire le bouquin qu'on imaginait, vraiment à l'origine. Donc voilà, faut soutenez l'indépendance, soutenez, les jeux de rôle, qui tentent des choses différentes, voilà, en toute humilité, mais parce que voilà, c'est sûr, c'est comme je disais tout à l'heure, on part pas, avec, une adaptation de Donjons et Dragons, 5, de Morkborg ou d'un système connu style PBTA qui même ça, c'est pas forcément gagné. Là, on est vraiment sur un système original avec un univers, original, et on a vu à quel point c'était pas évident de fédérer. Donc vraiment si voilà, si ça vous a parlé tout ce qu'on a raconté, foncez et puis, si vous pouvez pas, parce que financièrement c'est compliqué, bah, essayez d'en parler autour de vous, essayez de juste de partager le lien, ça des fois ça c'est aussi simple que ça, parce que nous on a une caisse de résonance qui est assez faible finalement sur le web, là où il y a, justement énormément de projets qui sortent, tous les jours, toutes les semaines, sur Kickstarter en particulier, mais sur, sur l'offre culturelle en général, hein, dans le monde entier, en temps réel. Donc, heu, donc voilà. Et ben, sur ces beaux mots, c'était Valentin et Gaël de Maison Nébuleuse pour le jeu, auteur du jeu Pèlerine. Merci à tout le monde d'avoir écouté et d'avoir regardé. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, nuit, journée ou peu importe où que vous êtes. Voilà, salut tout le monde, ciao ciao. Ciao!